Puisqu'il s'agit d'un autoportrait, nous allons commencer par le plus simple. Si je vous disais, demain je dois voir Edgar Morin, quel genre d'homme est-ce? Qu'est-ce que vous me répondriez? Eh bien, c'est là où je commence à être le plus embarrassé. Parce que moi, quand j'essaie de me connaître, j'en suis dans les arrière-fonds et dans les doubles-fonds, quoi, dans les choses très compliquées. Et ce qui fait que je suis embarrassé quand on me demande une vision globale et simple de moi. Alors, bon, je pourrais peut-être dire que c'est un type assez irrégulier, c'est-à-dire que il peut être très cordial, de bonne humeur, ou il peut être renfrogné et silencieux. Il peut parler, ou il peut se taire. Il peut dire des choses intéressantes ou dire des choses d'une façon pâteuse et inintéressante. Enfin, moi, je préviendrai quelqu'un en disant il n'est pas régulier, quoi. Il a des sautes, il est cyclique, il n'est pas continu. Et socialement, comment le situeriez-vous? Si je vois maintenant l'étiquette, alors socialement, il a pignon sur rue. On peut dire il est directeur de recherche au CNRS. Il est co-directeur d'un centre d'études à l'École pratique des hautes études. Et on a l'impression, donc, que c'est un monsieur installé dans les structures universitaires. En réalité, j'ai été très longtemps un chercheur tout à fait marginal au CNRS, considéré par les uns, les bienveillants, comme farfelu et sympathique, par les malveillants comme ce qu'il y a de pire, n'est-ce pas? Non pas un vrai scientifique, mais un journaliste, un littéraire. Mes travaux n'inspiraient que, dans le cas le plus favorable, aucun intérêt. Et moi, personnellement, je me sentais marginal. Qu'est-ce que ça veut dire marginal? C'est-à-dire un pied dans le système et un pied en dehors, c'est-à-dire dans les marges. Je ne me sentais pas véritablement exclu. Pourquoi? Parce que je crois que tout mon effort a été peut-être de ne pas me laisser détruire. Je veux dire que à un moment donné, j'ai compris que si je voulais survivre, je devais d'une certaine façon accepter quelque chose dans le système. Qu'appelait-on le système? Enfin, c'était le système le plus libéral qui se puisse concevoir pour moi, parce que je suis entré au CNRS, c'est-à-dire une institution où en fait on est libre de poursuivre la recherche que l'on veut, les travaux qu'on veut. Mais mes idées n'entraient pas dans les alternatives classiques. Si j'étais ça, donc je n'étais pas le contraire de ça, aussi bien sur le plan politique, sur le plan des idées. Je n'entre pas dans les choix qui paraissent absolument évidents pour tous. Je me sentais beaucoup plus proche de gens très, très minoritaires, très isolés. C'est d'eux dont je me sens les frères. Et moi-même, chaque fois que j'ai une chose à laquelle je crois profondément, qui est très forte en moi, tout de suite, je me sens rejeté et traité avec mépris ou avec dédain. Autrement dit, les choses que je crois le plus profond en moi ne sont pas les choses immédiatement acceptables. Du reste, c'est tout à fait banal. Je crois que quiconque dit une chose soit profondément sincère, soit peut-être un petit peu nouvelle, est aussitôt rejeté et exclu. Est-ce que ce n'est pas une réaction affective? Sans doute, c'est-à-dire que j'ai finalement, disons, ce statut de déviant, qui au début me causait beaucoup de gêne et de souffrance, c'est le statut dans lequel finalement je me suis installé et dont j'ai tiré finalement fierté et orgueil. Voilà la chose. Si j'essaye de plonger plus avant, je crois que j'étais déviant par les hasards de ma vie personnelle. Je me souviens très bien qu'à l'école, sans le vouloir en aucune sorte, à l'âge de 10 ans, d'un côté, bon, j'étais orphelin, j'avais perdu ma mère, mais ça me semblait toujours comme une sorte de tare par rapport aux autres qui avaient leur mère, n'est-ce pas? J'avais honte de cette chose-là, en plus des problèmes personnels que ça me causait. Bon, d'autre part, j'étais juif, et à l'époque c'était très important à l'école, on disait t'es juif, t'es pas juif, il y avait une sorte d'antisémitisme latent. Et moi-même, bien que j'étais juif, mais j'avais aucune culture juive, religieuse ou autre. C'est-à-dire que je ne m'identifiais pas à quelque chose. Alors je me sentais tout à fait bâtard. Je faisais partie de ceux qui me rejetaient, puis je ne faisais pas partie de ceux auxquels j'appartenais. C'est des choses comme ça. Alors toutes ces petites déviances me perturbaient beaucoup.
Et maintenant, je suis très content de ça. Je suis très content d'être un bâtard culturel. Je suis très content d'être de la race des orphelins, etc., etc. Bien. Alors, quand je reviens maintenant à tous ces problèmes, disons, de déviance, de marginalité, ce sont des choses dans lesquelles, finalement, j'ai puisé ma propre force, ma propre vérité. Et c'est devenu tellement profond en moi que j'étais très surpris à partir, je crois, de l'année peut-être 69 par là, après l'année 68, quand brusquement, j'ai vu qu'on me considérait comme un sociologue connu. Je voyais dans les journaux disant le sociologue connu ou réputé Morin, ou même dans ces choses inflationnesques qu'on dit internationalement connu. Et je me rendais compte que l'attitude des gens, enfin des gens, bien entendu, plus on est connu, plus on secrète sans qu'on le veuille de nouveaux ennemis, d'ennemis inconnus, mais je veux dire que l'attitude était différente. Des gens me disent, monsieur le professeur, j'ai jamais été professeur, on m'écrit des lettres avec mon respectueux dévouement. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, n'est-ce pas? C'est une phrase qui m'apparaît absolument grotesque. Alors, des gens, en effet, me considèrent comme membre, disons, de l'establishment universitaire. Et dans un sens, il y a une partie de vrai dans ceci, puisque, comme je vous l'ai dit, je suis directeur de recherche au CNRS, etc. Et je dirais même dans un sens, je suis content de l'être, parce que ces titres me protègent maintenant, m'aident à défendre des choses qui me seraient beaucoup plus difficiles à défendre du temps où je n'étais qu'attaché de recherche. Mais en même temps, je ne me reconnais pas. Pourquoi? Eh bien, vous le savez, c'est parce que dans le fond, je n'ai pas fait la carrière universitaire. Je suis allé au CNRS comme dans un refuge, c'est-à-dire qu'à un moment donné de ma vie, quand j'avais 28-29 ans, je me suis trouvé radicalement coincé. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai eu 20 ans, c'était la guerre, c'était la résistance, c'était la clandestinité. Et là, j'ai trouvé le seul métier qui me convenait. C'est-à-dire un métier où on est libre, où on a plusieurs domiciles, où partout c'est son domicile, où on n'a pas de résidence à soi, et on vit intensément, bien entendu avec du risque, mais où on identifie son travail à une cause que l'on croit très sacrée et très vraie. Son travail, on travaille pour la liberté des autres. Et même, dans mon idée, plus que la liberté, on travaille pour un monde meilleur et pour un monde nouveau. Alors je pensais que travailler pour un monde meilleur et pour un monde nouveau, en rencontrant des gens que presque tous j'estimais ou j'admirais, puisqu'ils étaient mes compagnons de lutte, et en plus être payé mensuellement pour faire ceci, c'était dans le fond le plus beau des métiers. Brusquement arrive la libération. Je commence à être complètement paumé parce que une partie de mes amis, de mes compagnons, eux, s'inscrivent dans les carrières politiques. Mais moi, déjà à ce moment-là, j'étais un peu déviant, un peu marginal. D'un côté, j'étais communiste, de l'autre côté, j'étais d'un mouvement de résistance non communiste. J'avais deux pieds dans deux mouvements différents. Bien entendu, j'étais lié en profondeur au Parti communiste. Mais déjà, le parti se méfiait un petit peu de moi. Les autres aussi se méfiaient un peu de moi. À juste titre, les uns et les autres. Déjà, enfin, je veux dire qu'ils avaient objectivement raison, peut-être. Et moi, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je ne voulais pas devenir un politicien. J'avais peur d'entrer dans les cadres. J'ai eu envie d'être journaliste et puis ça ne marchait pas. Je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas me réintroduire dans la vie civile. Quand j'étais étudiant, je me dis tiens, je serai professeur. Mais je dis que je serai professeur comme ça parce que quand on ne sait pas quoi faire, on dit je vais être professeur, je vais avoir des vacances. Enfin, c'était mon cas. Je n'avais aucune vocation d'enseignement. Et alors après, je me dis je ne vais pas être professeur. Je ne me voyais pas entrer dans un bureau. Je ne me voyais pas entrer dans un métier régulier. J'ai pratiqué des fuites en avant. Il y avait l'occupation en Allemagne. Alors des amis de qui m'ont dit viens à l'état-major de la première armée. Et hop, je suis parti à l'état-major de la première armée. Et là j'ai passé un temps en occupation. Et même j'ai écrit un livre, mon premier livre qui s'appelle L'an zéro de l'Allemagne. Et puis après j'ai dû revenir. J'ai pris des petits métiers de plus en plus minables pour survivre. Et puis je me suis trouvé au chômage pendant un an. Et là alors la chance a joué puisque quand j'étais étudiant, j'avais rencontré à Toulouse Georges Friedman, le sociologue bien connu, qui avait une amitié pour moi, qui était à ce moment-là quelqu'un au CNRS, qui m'a dit, vous savez, il y a le CNRS, et peut-être vous pourriez y entrer. Et en effet, moi j'ai vu une issue. Et d'autant plus qu'à l'époque, le CNRS, c'est pas comme aujourd'hui, c'était là où venaient les exclus, les défroqués de toutes parts, ex-trotskistes, ex-curés, ex-prêtres ouvriers, ex-officiers d'actifs, qui en avaient assez. Enfin, c'était toute une série. Je parle de la section de sociologie, je ne parle pas des autres sciences déjà constituées, sérieuses, mais la sociologie naissante. Il n'y avait pas d'enseignement de sociologie à l'époque. Alors, il n'y avait pas des étudiants formés par la sociologie.
Donc on était plus ou moins des résidus, n'est-ce pas, des poubelles de l'histoire. Et voilà, j'entre au CNRS, d'ailleurs sur un thème absolument aseptisé et désinfecté. J'entre sur un thème, disons, les problèmes esthétiques de la société moderne. Et puis, je fonce sur le cinéma. Pourquoi? D'abord, je me dis, bien sur le cinéma, je peux travailler. Personne ne connaît rien au cinéma. Personne ne fait la sociologie du cinéma. Je serai absolument tranquille. Personne ne va m'embêter. Ça paraît assez superficiel et peu compromettant aux autres. Et puis moi, de mon côté, j'aime le cinéma. J'adore le cinéma. Alors donc, je vais aller voir des films. Je vais faire des choses qui me font plaisir. Et puis, je vais réfléchir sur l'imaginaire. Parce que c'était un problème qui m'obsédait, l'imaginaire. J'avais déjà fait mon livre qui s'appelle L'homme et la mort. Et dans le fond, ce qui m'intéressait, c'est dire comment l'espèce humaine, cette espèce qui est tellement admirable dans les choses techniques, pratiques, rationnelles, qui construit des machines, comment c'est cette même espèce, n'est-ce pas, qui vivent dans des fantasmes et qui sont immergés dans des croyances religieuses, qui vivent dans l'au-delà et qui s'imaginent qu'il y a toutes sortes de vies après la mort. C'est le rôle de l'imaginaire dans l'homme qui m'a toujours frappé. C'est un fil, disons, qui court dans toute mon interrogation. Pour moi, le cinéma, c'est comment est-ce que ces images prennent une réalité affective pour nous, comment nous les vivons, comment nous nous en nourrissons. Pourquoi j'aimais le cinéma? Parce qu'en effet, étant moi-même un enfant solitaire, fils unique, orphelin, etc., les gosses, je me ruais au cinéma, je nourrissais ma substance affective avec ces choses-là. Et j'ai toujours adoré le monde du cinéma, qui est le monde de la liberté, bien entendu à travers le rêve. Alors que les rapports entre les structures de la magie et celles du cinéma n'ont été sentis qu'intuitivement, ou allusivement, ou esthétiquement, ou fragmentairement, faute du reste d'une conception anthropologique de la magie, par contre, la parenté entre l'univers du film et celui du rêve a été fréquemment perçue et analysée. Rappelons les citations de notre premier chapitre. Le cinéma est rêve. C'est un rêve artificiel. N'est-ce pas aussi un rêve que le cinéma? Je vais au cinéma comme je m'endors. Sans cesse, on utilise la formule reprise par Ilia Ehrenburg et Hortense Powdermaker, usine de rêve. Manuel parle de Popular Dream Market. Rosten dit très bien que les faiseurs de films sont payés pour rêver leurs rêves et exploiter leurs rêveries. Et nous tous, habitués du cinéma, avons obscurément identifié rêve et film. Donc il y avait mon goût personnel, il y avait un problème qui me tourmentait, et en même temps, il y avait ce fait que désormais j'avais une vie vraiment privilégiée. J'avais un salaire régulier pour un travail profondément irrégulier, c'est-à-dire libre. Me posant des problèmes, parce que quand on a soi-même sa propre discipline, il faut s'obliger à se lever. Mais une fois que j'étais pris à travailler, je pouvais travailler 24 heures sur 24, c'est-à-dire que ma vie de travail est faite d'alternance. Ou bien je travaille comme un fou, ou bien je suis complètement hébété, hagard et je ne fais rien. Là aussi, je retrouve le thème que je vous disais au début, je suis quelqu'un de très irrégulier, n'est-ce pas? Ou bien c'est le plein emploi de mes capacités psychiques et physiques, ou bien au contraire, je suis très maladroit, incapable et lamentable. Oui. Alors voilà un peu le point de départ pour moi. Je me vois entrer au CNRS, je me vois dans un petit coin marginal, je vois poursuivre ma propre recherche, je me vois du point de vue politique assez écrasé entre des forces hostiles. Je vois que en quoi je crois, ce que représente, fait partie des gens qu'on met dans d'autres pays en prison ou qu'on accuse. Bref. Et puis en France, ça ne représente à peu près rien. Voilà, dans le fond, comment je me vois, comment je me suis vu pendant des années et des années. Et même encore aujourd'hui, ce que je crois profondément, je vois que ce sont des choses qui sont partagées par très 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 peu de gens. Et là, il y a une sorte de paradoxe. Je continue à me voir comme quelqu'un, je dirais, de solitaire, enfin relativement, comme quelqu'un faisant toujours partie des déviants ou des marginaux, des gens, disons, dont les vérités restent soit idiotes, soit scandaleuses. Je me vois, disons, de ces univers auxquels j'appartiens. Université, je ne suis pas vraiment un universitaire, comme je viens de le démontrer, je ne suis pas un professeur, je ne suis pas un chercheur professionnel, dans le sens où ce sont des managers et des technocrates. Et moi, je ne suis pas un manager, comme vous le savez, j'ai été incapable, même si j'aurais voulu,
de diriger des grandes équipes qui font des grandes enquêtes avec des grandes subventions de l'État ou des firmes, etc. Quand j'ai eu une équipe spontanée sur le terrain, quand j'ai resté en Bretagne, c'est des gens que j'ai recrutés un peu au hasard, et puis c'est créer des rapports affectifs. C'est-à-dire, pour moi, une équipe, c'est on s'aime ensemble et on travaille ensemble parce qu'on s'aime ensemble. C'est le plein emploi des forces affectives qui est important. Bien, alors, autrement dit, j'ai le titre qu'ont des gens qui sont des managers et des pontifs, et moi, je ne me sens ni manager ni pontife, tout en étant très content d'avoir maintenant ce titre. Je le répète, parce qu'il y a quelque chose d'un peu malin, d'un peu roué, mais dans mon attitude, puisque j'ai toujours joué un petit peu double jeu avec l'institution, pour que l'institution ne m'écrase pas. J'ai un pied dedans, vous voyez. Alors, voilà la situation. Et d'autre part, j'ajoute que je crois qu'il y a une chose dont j'ai profité, qui est, après 68, je dirais, l'effondrement de la sociologie officielle. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une sociologie qui se prétendait scientifique, parce qu'elle faisait des enquêtes quantitatives sur des échantillons stratifiés, avec des pseudo-vérifications. En effet, toutes les techniques étaient vérifiées. Ce qui n'était pas vérifié, c'était ni les idées de départ, ni les idées d'arrivée. Alors, on appelait ça scientifique, et moi, le genre d'effort que je représentais était considéré comme pas sérieux, comme faisant partie de l'infra-sociologie, de l'avant-sociologie. Et toute cette sociologie qui était si prétentieuse, si arrogante, elle s'est complètement effondrée, je crois, après 68. C'est-à-dire qu'elle n'a pas seulement perdu sa crédibilité auprès des étudiants, qui ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette science sociale qui découpe la réalité en rondelles de saucisson, qui ne nous apprend rien, et qui en plus manipule la réalité ?» Donc il y a eu, si vous voulez, il y a une révolte de gauche ou gauchiste contre la sociologie qui est venue, science manipulatoire et pseudo-science, et en même temps, je dirais qu'il y a une révolte des vrais scientifiques et des vrais techniciens. C'est-à-dire que tous les économistes, tous les technocrates qui pensaient que les sociologues leur apporteraient l'élément qui leur ferait mieux comprendre les problèmes sociaux, ont compris que les sociologues ne leur apportaient rien. D'abord, ils avaient été incapables de prévoir la crise qui était mai 68. Alors, il s'est passé une sorte de phénomène. C'est comme, disons, quand vous avez, par exemple, une baisse des eaux de l'océan à la suite d'une glaciation, vous avez l'impression que les continents s'élèvent. Alors, l'impression, c'est que moi, ma réputation a monté, mais en réalité, c'était que leur réputation, à eux, baissait. Et alors, on avait l'impression que moi, je montais. Et je crois que c'est ça, mon nouveau statut. Et comme depuis des années, je parlais des choses qui, aujourd'hui, éclataient en plein jour, donc qui font, par exemple, depuis 57-58, j'étais attentif aux phénomènes marginaux qui étaient les explosions juvéniles. Par exemple, cette sorte d'explosion de la Saint-Sylvestre à Stockholm en 57, où brusquement, phénomène inouï, des jeunes gens, cette nuit de Noël, se mettent à renverser des voitures, rudoyer des vieillards, mettre le feu à des poubelles. Il y a une sorte de révolte, première révolte sauvage de la jeunesse. Tout le monde a considéré ça comme absurde, et puis moi j'ai commencé à m'interroger là-dessus. Je mettais ça en rapport avec le phénomène de James Dean, qui était à la même époque, 57-58. Quand il y a eu la Nuit de la Nation à Paris en 62-63, j'ai fait un article pour Le Monde. J'ai suivi comme ça tous ces phénomènes qui semblaient extrêmement bizarres et dans lesquels je voyais déjà les éléments d'une sorte de métamorphose culturelle. Je ne parlais pas de révolution culturelle à l'époque. Aussi bien sur le plan des femmes, par exemple, dans mon étude sur Plozévet, je fais un chapitre Les femmes agents secrets de la modernité. Bien entendu, je ne prévois pas le MLF, mais et c'est comme, disons, ce que j'appelais à l'époque, j'étudiais le néo-archaïsme, le néo-ruralisme, les clubs de vacances, c'est-à-dire le besoin de refuser ce type de vie urbaine, rationalisée, mécanisée, spécialisée, dans des sortes de compensation de vacances. Et moi, j'y voyais pas simplement une sorte d'alternance normale, mais l'expression d'une protestation qui trouvait ce premier moyen de s'exprimer. Autrement dit, je crois qu'au cours des années 60, j'étais fasciné par des phénomènes qui me semblaient annonciateurs d'une crise qui vient, alors que pour les autres, c'était des purs éléments de déviance ou des purs accidents sans signification. Ce qui me frappe, c'est que surtout vous étiez attiré par les phénomènes de refus. Alors là, peut-être aussi qu'il y a une raison, disons, de psychanalyse personnelle. C'est-à-dire que moi, cette période, où tout semblait, pour la plupart, je dirais, des théoriciens officiels, on allait vers la société industrielle, vers la civilisation industrielle, les problèmes sociaux allaient être résolus, le bien-être, le confort, peut-être même le bonheur. Alors moi, je sentais que ce genre de société, personnellement, me donnait un profond malaise intérieur. Je pensais que ce n'était pas satisfaisant, et je ne pensais pas en tant que moi être singulier, mais je pensais qu'en tant qu'être moyen, et que vraiment, s'il y a du bonheur, s'il y a de la vérité, c'est ailleurs. D'autre part, j'ai toujours pensé que ces visions
sociologique était vraiment trop simplificatrice, qu'il y a d'autres choses qui existent en dessous, dont on ne tient pas compte. J'avais déjà été très frappé que moi, quand j'avais lu Malaise dans la civilisation de Freud, que Freud avait écrit en 1927, c'est-à-dire au moment de la grande prospérité, où on pensait que tout était merveilleux, qu'on allait vers la paix perpétuelle, avant Hitler, avant la Grande Dépression. Et moi, je ne sais pas pourquoi, je disais, ben, cette société prépare les éléments de sa propre crise. Et ça, vraiment, j'étais étonné de voir à quel point je l'avais écrit, disons, dans des articles de l'époque, en fouillant des papiers récemment. Et peut-être que dans le fond, l'expression de mes propres malaises m'aidait à percevoir les choses. D'autre part, bien que je ne l'avais pas formulé à l'époque, mon sentiment dans le fond de l'évolution est celui-ci. L'évolution n'avance jamais sur un très large front massif, comme une sorte de glacier, n'est-ce pas? L'évolution, c'est d'abord un phénomène déviant, très bizarre, qui devient le foyer d'une tendance. Et puis cette tendance se développe, et en ce développement, elle va déstructurer un vieux système et va restructurer peut-être un nouveau. L'évolution se fait toujours, disons, à partir d'accidents, d'événements rares qui eux-mêmes fructifient et se développent et modifient le système. J'ai jamais senti que l'histoire était comme un fleuve, disons, qui coulait, mais j'ai beaucoup plus vu des petites explosions locales qui développaient des phénomènes d'accélération et la transformation venait. Il y a aussi le fait, si vous voulez, que peut-être, comme j'avais étudié le cinéma au cours des années 50, de 50 à 60, et puis qu'une fois que j'avais fait mon livre, qui est apparu, je crois, en 56 ou 57, c'était fini, j'avais plus... ça aussi, ça fait partie de mon tempérament. Jamais je me suis considéré comme spécialiste d'un domaine. Donc, je n'avais pas à perpétuité faire de la sociologie ou de l'anthropologie du cinéma. J'ai profondément le besoin de changer. Pour moi, disons, j'ai élucidé, n'est-ce pas, enfin, à mes yeux, je ne dis pas que pour de bon un problème. C'est comme un citron qui se trouve pressé pour moi. Moi, il n'y a plus de jus, je passe à quelque chose d'autre. Et je suis passé à quelque chose dans lequel le cinéma se trouvait englobé et qu'on pouvait appeler, en traduisant ce mot de l'américain, la culture de masse, c'est-à-dire cet ensemble culturel qui était véhiculé par le cinéma, mais aussi par la radio, par la grande presse, par la télévision. Et j'étais donc dans ces phénomènes, disons, culturels, dans le sens où la culture signifie cette sorte de nourriture, disons, qui donne les normes et les règles de vie dans la société, dans le sens anthropologique du terme. Alors, il se trouve que les événements majeurs des années 60 sont des craquements dans la structure culturelle de la société. Ce qui s'est passé d'important, c'est ça, finalement. Et depuis cette révolte juvénile jusqu'à mai 68, depuis, disons, les idées de retour aux vacances pseudo-naturelles et pseudo-archaïques, jusqu'au surgissement du mouvement écologique en 69. Dans le fond, peut-être que par chance, je travaille dans ces domaines qui semblaient superficiels et périphériques, mais où se passaient les vrais problèmes en profondeur. Je crois que c'est ça qui m'a aidé. D'autre part, le hasard m'a aussi aidé. Cette enquête sur cette commune en Bretagne, à Pleuzevet, qui s'appelle Pleudemet dans mon livre. Là aussi, je ne voulais pas y aller. On me proposait un petit crédit. Je me suis dit, je vais mettre un étudiant, ça va lui faire gagner un peu d'argent. Mais quand je suis allé dans ce pays-là, j'étais absolument ébloui. J'ai trouvé des gens admirables. J'ai trouvé que les femmes de 80 ans avaient des beaux visages, que les vieux marins étaient des hommes extraordinaires, qui avaient une vie... J'étais fasciné. Et Joanne, ma femme, était fascinée comme moi. Alors, et on était venus passer 2 jours pour installer cet étudiant ami. Et on y restait 1 an. Et là aussi, ça a été une expérience très très importante pour moi, parce que j'ai compris des processus sociaux, puisque c'est un pays en pleine transformation, comme beaucoup d'endroits qui étaient restés, disons, très arriérés en France, et qui brusquement étaient pris dans le grand mouvement économique des années 55 et la suite. Mais j'ai compris à ce moment-là que le développement économique n'était pas seulement gain, mais c'était perte de quelque chose. J'ai vraiment compris à quel point il y avait une culture plébéienne, rurale, qui était en train de se désintégrer, une culture très très profonde, plus profonde même dans un sens que le christianisme, et du reste même liée à la Révolution, qui s'était même rénovée avec les idées de la Révolution française, disons. Et que cette culture-là, liée à toute une cosmologie, à toute une vision de monde, était en train de se dégrader vers une sorte de banlieusardisation, vers une sorte de suburbanisation, vers une sorte de petit embourgeoisement, qui apportait lui-même des solutions
à certains problèmes fondamentaux de ce pays, n'est-ce pas? Je n'allais pas cracher, moi, sur l'automobile, alors que moi j'adore avoir une automobile, ou sur le frigidaire, alors que j'ai un frigidaire, je ne suis pas de ces gens-là, n'est-ce pas? Mais je comprenais que ce qu'on gagnait sur un côté était aussi une perte sur un autre côté. Et je voyais déjà arriver dans ce pays les urbains qui eux-mêmes avaient quitté, il y a une génération, n'est-ce pas, pour aller en ville, et désormais ils avaient envie de retrouver ces nourritures de leur enfance. Ils avaient besoin que les vieux fours de boulanger continuent à fonctionner. Ils allaient vers ces vieux meubles rustiques que les paysans s'apprêtaient à bazarder. Il y avait donc ce retour pour reprendre une sève ancienne. Et ça, c'est des phénomènes, disons, que j'ai pu sentir et qui m'ont beaucoup aidé, à mes yeux, à comprendre ce qui se passait au cours de ces années. J'ai été salutairement contraint de me plier à la singularité de Plodémès. Les idées clés auxquelles je tiens aujourd'hui ne sont pas celles que j'apportais dans mon havre-sac, mais celles qui me sont venues de Plodémès, en pays bigoudin, canton de Plogastel, Sud Finistère. Mais vous me pardonnerez si je me trompe, vous avez quand même été beaucoup servi par le hasard. Oui, mais alors là aussi, c'est le problème du hasard et de la nécessité qui est très mystérieux. Bon, si je réfléchis sur moi, en effet, je vois que premier hasard, c'est d'entrer au CNRS, qui est une chance, qui est une opportunité. Et puis après, il y a toute une série de hasards, comme ça, en effet, cette enquête sur Plodémès. Seulement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un moment donné où un événement de hasard vous déclenche quelque chose. C'est qu'à partir du moment où je n'avais pas une vie installée une fois pour toutes, j'étais tributaire des hasards, qui pouvaient être heureux ou malheureux, mais j'étais apte à pouvoir, à certains moments donnés, capter un hasard et le faire fructifier dans le sens de ma propre nécessité, de ma propre inquiétude et de ma propre recherche. Et dans le fond, je crois que je suis tributaire, et encore aujourd'hui, beaucoup de phénomènes aléatoires et de hasards, mais que je crois aussi que je suis capable, quand je rencontre le bon hasard, à l'épouser. Et par là même, il dévoile des virtualités qui seraient restées endormies s'il n'y avait pas eu ces hasards. Vous êtes quand même un homme d'intuition. Je n'ai pas très fortement les deux qualités contraires, mais qui en général s'excluent, mais je les ai ensemble. Quelles sont les deux qualités contraires qui s'excluent? Ou bien on est très intuitif, ou bien alors au contraire on est très rationnel, déductif et logique. Bon. Ou bien il y a des esprits qui sont très analytiques et très très fins, hein, et puis il y a des esprits qui sont très synthétiques. Alors, moi malheureusement, mes possibilités de finesse s'arrêtent à partir d'un certain seuil. J'adore l'analyse, mais je me rends compte, j'ai pas la finesse proustienne, disons, malheureusement. Bon. Ne dites pas que vous êtes superficiel. Je ne dis pas que je suis pas superficiel, mais ma finesse s'arrête à un certain seuil. C'est comme des couturières. À un moment donné, elles peuvent faire des points très fins, puis des moments où on ne sait pas, n'est-ce pas? Donc, mais j'adore les analyses, j'adore les travaux de finesse. J'essaye de faire des choses de finesse, mais j'ai des limites. Bon, d'un autre côté, j'adore les synthèses, mais j'ai pas l'esprit de synthèse titanesque. Hein. Alors, mais je suis moyennement doué, disons, pour la finesse, pour l'analyse, disons. L'analyse, c'est le découpage en petits éléments, hein, et moyennement doué pour la synthèse, c'est-à-dire le rassemblement en gros ensembles. Mais j'ai très fort en moi les deux propensions, et qui sont contradictoires. Et je crois que ma qualité, c'est d'avoir ces deux choses, bien que aucune ne soit vraiment développée jusqu'au point génial. Mais l'ensemble vous dynamise. Oui, eh bien, c'est comme pour l'intuition. Je crois que j'ai des intuitions. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'intuition? On ne sait pas très bien, c'est un mot intuitif. Mais je crois qu'à un cette moment... façon de sentir les choses, oui, de sentir ce qui se passe, de... En réalité, je suis sensible au nouveau. Je suis très sensible au nouveau, c'est-à-dire que je crois que... Non, je ne dirais pas que je suis intuitif, malheureusement. Mais avoir la plupart des autres de mes collègues ou des gens qui pensent les événements, ils ont horriblement peur du nouveau. Pourquoi? Parce que le nouveau et l'événement, ça dérange toujours la théorie. Ils ont besoin que leur théorie ronronne, de pouvoir répéter la même litanie et d'avoir une explication du monde, c'est-à-dire qui dissout les événements. Moi, au contraire, j'adore l'événement parce qu'il me surprend, il m'étonne, j'essaye de comprendre ce que c'est, et par là, ça me fait remettre en question pas mal des éléments de ma théorie, mais c'est ce que j'aime aussi. Autrement dit, j'ai pas peur de l'événement, je n'ai pas peur de remettre en question ma théorie, et par là même, n'ayant pas cette peur, je suis plus apte que d'autres
à saisir des phénomènes où je le saisis plus vite que d'autres. Mais ce n'est pas une qualité d'intuition particulière que j'aurais. Malheureusement, là aussi, je ne suis pas tellement doué pour l'intuition. Je le vois dans mes rapports personnels avec autrui. Parfois, j'ai l'impression de sentir quelque chose que sent autrui, mais parfois, je suis complètement aveugle, je suis extrêmement épais, et il y a des sentiments que peut ressentir une personne près de moi qui m'est chère, et puis je ne comprends pas du tout ce qui se passe en elle. Je vois que je ne suis pas très intuitif. Alors, vous voyez, c'est surtout sur le plan intellectuel. C'est pas. Alors là encore, je reviens à mon thème. Je crois que c'est parce que je suis marginal, parce que je ne me sens pas très installé, parce que je suis en mouvement, parce que je continue à m'interroger beaucoup, parce que j'ai une part d'incertitude très grande, que je suis sensible à ce qui va se passer, et que c'est à ce moment-là, cette ouverture-là, qui me donne, à ce moment-là, certaines possibilités de perception. Vous restez disponible? Je crois que je suis disponible. Même je l'ai vu encore dernièrement, je vais prendre un exemple pas tellement compliqué, enfin si je peux, c'est à propos du Portugal. J'étais donc au Portugal quelques temps après les événements du 25 avril. Et alors là, bon, il y avait un événement absolument surprenant, c'était des militaires qui apportaient la liberté. Alors, la plupart des analystes, des journalistes étrangers, aussi bien que des Portugais, eux, ce qu'ils voulaient refuser et refouler, c'était ce qui s'était passé parce que ça n'entrait pas dans la théorie. Qu'est-ce que c'était ce mouvement des forces armées? Alors, ce qu'ils disaient, ben oui, voilà, la dictature, les contradictions, le général Spinola, la décolonisation, enfin, on expliquait tout, mais sans essayer de comprendre comment se fait-il que des militaires, qui étaient des militaires, des officiers subalternes, ces fameux capitaines, qui ont fait la guerre coloniale, comment se fait-il qu'ils ont pris une telle conscience? Qui sont ces militaires? Comment ont-ils réussi à s'entendre? Quels sont leurs rapports avec les partis politiques? Autrement dit, moi, le grand problème, c'est qu'est-ce que c'est ce movimiento de fuerzas armadas? Et personne ne parlait de ce mouvement. Et moi, toute ma curiosité allait vers ce mouvement. Or, on s'est rendu compte, au cours des crises qui sont survenues depuis, que le protagoniste officiel était cette chose dont on ne parlait pas, parce qu'on était incapable de la rationaliser, de la théoriser. On s'est rendu compte qu'un premier coup, c'est lui qui a fait barrage au général Spinola, et qu'au cours des jours derniers, deuxième alerte politique, c'est toujours ce mouvement des forces armées mystérieux qui joue un rôle décisif dans l'évolution actuelle du Portugal. Autrement dit, je crois qu'être ouvert à l'événement, c'est d'être capable d'être ouvert sur le taux de surprise qu'il appelle et de s'interroger sur la chose que la théorie ne permettait pas de concevoir jusqu'à présent. Encore faut-il que les événements ne se succèdent pas trop vite, parce que si on est débordé par le flot des événements, on ne peut plus penser. Oui. Mais en réalité, ils ne se succèdent pas tellement vite, parce que les événements vraiment surprenants, ils arrivent, mais pas tous les jours. Alors, il y a des époques, en effet, et c'est ça le propre des époques peut-être de crise, où ils se succèdent un peu plus fréquemment, mais enfin, il n'y en a pas tellement. Puis des événements qui remettent en question en profondeur quelque chose de notre pensée, ils arrivent assez rarement. Et c'est pour ça qu'on est capable de les refouler plus facilement. Enfin, si on était sensible uniquement au flot des événements, il n'y aurait plus aucune théorie, c'est vrai. C'est vrai, c'est-à-dire que la théorie est faite aussi pour résister, pour digérer, pour avaler l'événement. Et là aussi, on arrive à des problèmes qui tiennent à notre esprit, n'est-ce pas? Nous avons des théories. Pourquoi? Pour essayer de contrôler des phénomènes stables et réguliers et prévisibles. Non, le propre d'une théorie, c'est d'assurer une certaine prévisibilité. Et seulement, alors, si on s'enferme dans la théorie, c'est-à-dire qu'on élimine la possibilité, on élimine l'inattendu, et puis finalement, on tombe dans le plus grand péché idéaliste, qui fait que le monde doit ressembler aux structures que son esprit lui a signées. Hein? C'est ça. Et à mon avis, ça le délire. Hein? Ça paraît contradictoire. Oui. L'événement et la théorie. Oui, oui. Eh bien, moi, je vis dans cette contradiction, je pense. Je pense que l'événement, c'est ce qui toujours oblige la théorie à s'ouvrir, s'assouplir, se reformuler, se dépasser, s'enrichir, se complexifier, se transformer. Voilà. La nouveauté se glisse plus aisément dans la recherche empirique, où elle féconde, que dans les bastions théoriques, où elle dérange. La vulgate théorique établie se croit d'autant plus autorisée à réduire le nouveau à de la vieillerie, quand le nouveau stade de la science ramène des notions chassées lors d'un stade précédent. Ainsi,
Le retour de l'événement peut être conçu comme une régression pré-scientifique, alors qu'il constitue déjà un pas en avant dans les sciences les plus développées. Vous avez beaucoup parlé, en tout cas implicitement, de mobilité. Comment se place-t-elle dans votre vie? Je suppose que vous voyagez, mais moralement aussi, elle doit exister. Mentalement. Mobilité. Vous n'êtes pas derrière un bureau 365 jours par an à écrire vos livres. Non. Vous faites énormément de choses. Alors quel est le rôle de cette mobilité Voilà, alors là aussi, j'arrive à une contradiction. Est-ce que c'est un destin ou est-ce que c'est un choix? Oui, très bien comme question. Je vais essayer d'y répondre. Voilà, alors, bon, d'un côté, j'ai une tendance d'extraversion, c'est-à-dire une très grande curiosité pour le monde extérieur. D'où, du reste, aussi cet attrait pour l'événement dont je viens de vous parler. Mais je suis prêt à m'intéresser à tout, et notamment, par exemple, dans le chapitre des voyages, j'aime beaucoup découvrir les pays. Et de plus en plus, j'aime découvrir les pays, c'est pas tellement pour les monuments, pour les musées, etc., que je visite de moins en moins, mais j'aime être dans un autre monde culturel, manger la nourriture d'autres gens. Je suis fasciné par la diversité des cultures. Bon, disons, j'aime le monde, j'aime l'univers, j'aime la diversité, j'aime la richesse à la fois de la vie et de l'être humain. Ah, alors il y a ça. Mais d'un autre côté, cette tendance, disons, porte en elle-même une sorte de dispersion. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si je la suis, j'éclate dans tous les sens et je ne peux plus me concentrer. Parce que d'un autre côté, je ressens un besoin impérieux de me concentrer et de me concentrer sur ce pour moi qui est l'essentiel. Et parce que comme je m'ouvre sur tout et que dans le fond, j'aime un peu tout, alors à un moment donné, on arrive à la dilution. Parce que par exemple, on peut aimer une femme, 2, 3, allons-y, mais si on aime 10 femmes en même temps, vous comprenez, c'est une dilution, on ne peut pas, enfin du moins j'ai pas la force. Bon, je vois donne pas un exemple. la différence entre 3 et 10. Mais oui, mais vous pouvez arrêter la différence à 2, enfin chacun arrête à un moment donné, vous avez raison. Ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, vous ne pouvez pas quantifier, c'est diminuer, je crois. Vous comprenez, il y a un moment de dilatation, on peut aimer de plus en plus de choses, avoir de plus en plus d'amis, mais c'est pas vrai, on peut pas avoir tellement d'amis. Alors, ça, c'est des exemples. Mais moi, je veux me concentrer sur des problèmes de fond, maintenant, de plus en plus, et sur des choses qui, pour moi, sont primordiales. Et je me dis, il faut que je sacrifie le secondaire, même plaisant, au primordial. Il faut que je sacrifie telle chose qui me donne un plaisir, à une autre chose qui me donne un plaisir plus profond, plus lointain. Par exemple, si je suis devant une très bonne bouteille de vin, j'adore boire du bon vin, et que je dois après faire un travail, je sais que si je bois cette bouteille, je ne pourrai pas faire ce travail auquel je crois. Il faut que je sois capable de faire le sacrifice, ce que je fais très très difficilement. L'essentiel et le secondaire. Ne cherche pas à savoir toute chose de peur de tomber dans l'ignorance totale. Démocrite. Eh bien non. Peut-être est-il vain de savoir toute chose, mais comment ne pas chercher à savoir? Le secondaire perd toute importance face à l'essentiel, mais l'essentiel fuit toujours. L'essentiel devient un gouffre sans fin ou mirage. Dès qu'on croit le saisir, on ne tient plus entre les mains qu'un mot, une amulette. Pourtant, comment ne pas chercher l'essentiel? L'essentiel fuit. Seul, le secondaire ne se dérobe pas. L'essentiel est pratiquement secondaire. Le secondaire est pratiquement essentiel. Ne pas fuir la pratique. Ne pas se laisser enfermer dans la pratique. Pas d'alternative entre le valable et le dédaignable ici. Alors, ma conclusion ne m'étonne pas. Elle est inéluctable et bouffonne. L'essentiel et le secondaire, ensemble. Alors, donc,
pour revenir à cette mobilité, il s'est passé aussi un moment très curieux. Je crois que c'est à la fin des années 50. C'est pas quelque chose a changé, je crois, dans cet univers dans lequel j'étais. C'est-à-dire, bon, j'étais dans la sociologie, comme vous le savez. Et brusquement, j'avais des invitations pour aller en Amérique latine, pour aller dans des continents étrangers. Jusqu'à présent, mes voyages, c'était quoi? C'était l'Europe, où je profitais des petits colloques, des petites rencontres, France, Italie, des choses comme ça. Hein, Belgique, à la rigueur, Danemark. Et brusquement, j'entre dans un circuit où j'ai des possibilités de prendre les jets, etc., et de circuler dans le monde, avec une conférence par-ci ou un colloque par-là. Et puis à l'époque aussi que je m'occupais de cinéma, membre du jury d'un festival de films ailleurs. Bon. Alors il y avait un côté enivrant là-dedans, j'adorais le départ, j'adorais d'autant plus que l'avion me fait très peur, alors donc j'avais une sorte d'ivresse absolue au moment du décollage. Et arriver dans les villes nouvelles, puis repartir. En même temps, j'ai un tempérament très mimétique, alors je m'imagine, disons, être un personnage qui va de ville en ville, de très important, etc. Enfin, je joue, n'est-ce pas, d'une façon absolument ridicule, à ces jeux du jet-setter, n'est-ce pas, de l'habitué des jets, alors que moi, je meurs de trouille dans l'avion, mais je prends un air très digne et je commande du champagne, vous voyez. Donc, j'étais très mobile, et à ce moment-là, jusqu'à l'éclatement, et puis je me suis rendu compte, je dis, mais non, il y a l'autre appel en moi, disons l'appel de Candide, il faut cultiver ton jardin. Il faut cultiver ton jardin, il faut faire ce que tu dois faire, cesse de te disperser. Au fond, vous étiez comme dans la chanson de Paco Ibáñez que vous aimez beaucoup, Pierre qui roule comme toi, Pierre légère. Así es mi vida, piedra como tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú, canto que ruedas como tú, por las veredas como tú, guijarro humilde como tú, de las carreteras como tú, piedra pequeña como tú, guijarro humilde como tú, que en días de tormenta como tú, te hundes en la tierra como tú, y luego centelleas como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas como tú. Alors parfois il m'arrive un accident, là il m'est arrivé une maladie, j'étais hospitalisé, et ça a été un arrêt brutal pendant quelque temps de ma dispersion planétaire. Et aujourd'hui, le problème revient. J'ai quand même décidé à partir de ce moment-là de me bonifier un peu. C'est-à-dire que jusqu'à cette maladie, je n'avais vraiment aucun contrôle sur moi. Je me laissais aller à toutes sortes de pulsions libidinales qui m'arrivaient de tous les côtés. Je veux dire, libidinal, désir de voyager, désir d'aller n'importe où, etc. À partir de cette maladie, je me dis non, il faut quand même se bonifier, s'améliorer, avoir un peu d'autodiscipline. Elle vous est arrivée à quel âge, cette maladie ? Eh bien, juste à 40 ans. D'ailleurs, c'est curieux, moi j'ai eu mes étapes correspondent presque aux décennies, puisque en 1930, j'ai 9-10 ans, c'est la mort de ma mère. 1940-41, j'ai 19-20 ans, c'est la guerre, et puis c'est mon expérience décisive, c'est-à-dire c'est la clandestinité, la résistance. 50-51, 10 ans plus tard, c'est ma rupture avec le Parti communiste, c'est mon entrée au CNRS. Et après, 61-62, c'est cette maladie, et c'est un peu un certain changement dans ma vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 70 ? Alors là, c'est un peu plus diffus, parce qu'il y a des transformations qui commencent en 68, 69, et qui continuent encore aujourd'hui. Alors là, c'est pas aussi net.
C'est pas aussi net, ouais. Je suis dans une phase évolutive depuis 68 jusqu'à 74. Bon, nous verrons Nous ça verrons dans ça plus 10 tard. ans. D'accord. Mais alors, pour en revenir à cette maladie et au changement qu'elle a apporté dans votre vie. Alors, donc, je me suis dit, il faut désormais que je sacrifie le secondaire à l'essentiel. Il faut que je reconnaisse quel est l'essentiel pour moi. Il faut que je retrouve mon propre rythme. Il faut que je cesse de me disperser. Il faut que ma vie ressemble un petit peu à ce que je crois être, ou à mes sentiments et à mes idées. Mais c'est la maladie ou la quarantaine? C'est la maladie, plus la quarantaine, plus le fait que cette maladie elle-même était le couronnement d'une crise personnelle où tous les problèmes que j'avais étaient en train de couver. Alors tout ceci coïncide, mais enfin il y a des gens qui ont leur crise à 30 ans ou qui font leur ménopause psychique à 50 ans, enfin, j'en sais rien. Vous, c'était à 40? Elle continue, enfin je ne sais pas très bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un tournant à ce moment-là. Et en effet, j'avais des réactions nouvelles. Je me souviens qu'après ma longue convalescence, je suis rentré à Paris et puis il y avait une réunion, je crois que c'était à l'école des hautes études à laquelle on me dit qu'il fallait que j'assiste, où il y avait toutes les sommités de l'école. Alors je vais dans la réunion et au bout d'un quart d'heure, je sens en moi une torpeur mortelle, un ennui épouvantable. J'entendais des discours stéréotypés. Et alors, il s'est passé cette chose, moi qui suis très poli, très courtois, qui n'ose pas vexer les gens, mais comme un somnambule, je me suis levé et je suis parti, n'est-ce pas, au bout de 20 minutes, sous le regard stupéfait de l'assistant. C'est-à-dire qu'il s'était passé en moi ce phénomène qu'il y avait des choses, même sur un plan minime, que je ne pouvais plus supporter. Et je crois qu'il y a eu quand même une amélioration. Je suis allé vers des choses qui m'intéressaient plus, j'ai réfléchi sur des choses qui me concernaient plus. Du reste, j'ai fait un livre pendant cette convalescence que j'ai publié quelques années après, qui s'appelle Le vif du sujet, où c'est cet examen de conscience. Et c'est un virage. Cet âge me paraît impossible. Rien en moi n'est adulte. Le mot de monsieur appliqué à moi me semble inadéquat, non seulement dans son ridicule bourgeois, mais dans son sérieux adulte. Et pourtant, je parle maintenant des jeunes. À 20 ans, je me tordais d'angoisse à multiplier mon âge par 2. Maintenant... C'était un virage. Alors, donc c'était un événement très très important, je crois, encore que j'ai eu beaucoup de régressions depuis. J'ai eu beaucoup de régressions, j'avais cessé de fumer pendant 5 ans, puis je me suis remis à fumer dans l'énervement de terminer un livre, à nouveau dispersion, à nouveau difficulté de donner un emploi du temps. Mais alors la synthèse que je fais maintenant est celle-ci. Par exemple, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. J'ai eu une invitation pour faire quelques conférences à New York. Bon, je m'installe à New York pendant 2-3 mois et je travaille. L'année précédente, j'avais invitation pour aller au Brésil. Je m'installe dans une île dans le nord-est du Brésil, dans un endroit qui me convient, et je travaille. Donc, cette fois, dans le fond, comme je suis obligé de quitter Paris pour travailler, parce que là, à Paris, je trouve ma dispersion, je suis trop sollicité, pas seulement de l'extérieur, mais par mes pulsions intérieures, je profite d'un de ces voyages pour m'installer. En même temps, je n'ai plus l'impression d'être le voyageur superficiel qui va d'hôtel en hôtel. Je m'installe dans le pays, j'ai les habitudes du pays, je mange la nourriture du pays, etc. Et je suis très content. Alors voilà comment j'essaye de me débrouiller plus ou moins. Là où vous me voyez, je vais partir dans un isolement total à la campagne en Italie pour terminer un manuscrit. Mais je choisis l'Italie parce que c'est un pays méditerranéen, que j'ai envie d'être dans un pays méditerranéen pendant l'automne, que je vais être tranquille et isolé tout en ayant le plaisir du paysage et que pour moi la solitude va être très bonne, parce que là, c'est travail. Mais vous voyez, je suis obligé de reconquérir sur la dispersion. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que au cours de ces mois derniers, je n'ai pas eu la concentration d'esprit nécessaire, la volonté nécessaire pour m'enfermer, et que je suis obligé de prendre cette mesure-là pour le faire. Vous n'avez pas de maison privilégiée. Vous racontez que vous allez travailler au Brésil, en Italie, dans des pays différents. Il n'y a pas un endroit privilégié où vous revenez toujours parce que c'est votre niche, parce que c'est là que vous êtes bien? Non. Alors, ça tient à plusieurs phénomènes. Bon, le premier, d'abord, c'est que
je n'ai pas de ce qu'on appelle le résidence secondaire. Et non seulement parce que, disons, je n'ai pas les moyens ou les économies de m'offrir cette chose-là, mais je dirais que même si j'en avais les moyens, je n'aurais pas trouvé l'endroit qui me dit c'est là où je voudrais vivre, n'est-ce pas, comme dans la chanson de Mignon. Par contre, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'endroits que j'aime. J'aime les maisons. J'aime beaucoup les maisons. Et justement, parce que j'aime beaucoup les maisons, j'en vois tellement qui me plaisent que je n'arrive pas à me dire c'est là où je voudrais être. Alors, il y a ce premier phénomène qui joue. Mais en général, ma tendance, mon tropisme va, disons, pour le climat, la végétation, la nature méditerranéenne, incontestablement, ou tout ce qui va s'en rapprocher. Méditerranée. Je roule sur la corniche. Et je pense que je n'aime rien dans la nature tant que cette mer. Mais sous la dominante mer, il y a l'harmonique climat, l'harmonique côte, terre. Et il y a en dessous le sentiment d'une histoire, d'un mode de vie, d'une culture, dont je veux retenir les aspects aimables, rustiques et sages, ce à quoi s'ajoute ma satisfaction à me croire méditerranéen depuis quelques millénaires. Mais tout cela, c'est-à-dire la conscience des richesses qui gorgent le mot Méditerranée, je ne l'analyse qu'a posteriori, au moment d'écrire. Quand je regarde la mer, je suis débordé par la joie de participer à ce qui m'apparaît immédiatement comme une essence incomparable, un principe immanent. Est-ce parce que je me suis toujours méfié des essences que l'homme méditerranéen de Camus m'irritait autrefois? C'est qu'il y avait aussi le réflexe du marxiste de la Vulgate, qui rejette avec dédain ou énervement tout ce qui n'est pas la classe, le rapport social. J'aimais bien sûr la Méditerranée, mais cela ne devait pas avoir plus de valeur qu'un épiphénomène subjectif. Je balayais donc ce climat, cette mer, ces oliviers, ces orangers. Oh, abstraction. Mais je ne vais pas pour autant aujourd'hui retomber dans l'autre vice de pensée, c'est-à-dire essentialiser, idéaliser le méditerranéen. D'autre part, mon expérience est celle-ci. Il y a des endroits où j'étais très heureux, où j'ai très bien vécu et très bien travaillé. Eh bien, je me suis rendu compte que chaque fois que j'ai voulu revenir dans ces endroits, j'avais une impression de désolation terrible parce que je ne retrouvais pas les conditions exceptionnelles et inouïes, disons, de ce bonheur. Et c'est ça qui me fait peur. Et ça s'est passé, par exemple, en Californie, où j'ai passé quelques mois, pour moi, tout à fait plein, c'est-à-dire où j'ai vécu et en même temps je travaillais. Mais quand je suis retourné l'année suivante en Californie, pour moi, j'étais absolument malheureux et désolé parce que tout était au-dessous de ce qui avait été vécu. Bon, ces circonstances ne se reproduiront plus. Donc, j'ai besoin d'un lieu nouveau. Voilà encore une des raisons pour lesquelles j'ai pas cette niche et j'ai pas ce toit. Avec en plus, peut-être, que tout en aimant les maisons, je me sens un nomade, non pas un nomade de tente, mais un nomade allant de toit en toit. Ici, remarquez, je me sens chez moi. Ici, je me sens vraiment chez moi. Ici, je sais que si j'avais par exemple la force et le courage de m'isoler, j'aurais pu écrire et travailler. Mais par exemple, j'ai pas le courage et la force. Il y a des dîners, il y a des amis de passage, etc. Mais ici vraiment, je me sens chez moi. Je me sens un peu enraciné dans ce quartier où je vis depuis quand même presque 14 ans, comme ça. Mais pour le reste, et puis, je suis né à Paris, quoi. Je veux dire que c'est ici. Mon port d'attache, c'est ici. Je suis un bateau, mais mon port d'attache, c'est Paris. Là, par exemple, là, je pense à l'accomplissement de mon travail. Actuellement, j'ai un travail qui est peut-être le plus dur que j'ai jamais tenté, le plus difficile, qui nécessite ma concentration intellectuelle, ma présence, mon tonus. Il faut que je sois en pleine forme, parce que on arrive toujours à ce problème caractériel que je vous ai dit au début. Je suis un type irrégulier, ou bien je ne peux vivre que dans l'exaltation ou la dépression. Je connais très peu les états intermédiaires. Alors ce livre nécessite que je sois continuellement exalté. Alors, dans une telle situation, j'ai besoin d'avoir les conditions les meilleures pour cette exaltation, et pour moi,
Les conditions écologiques jouent un grand rôle. Le privilège qu'a mon existence depuis que je suis donc au CNRS, disons, c'est de ne plus faire la différence entre, disons, vacances-travail. Ça n'a pas sens pour moi, parce que souvent, c'est dans les lieux de vacances que je travaille le mieux, et c'est dans mon lieu de travail que je travaille le moins et que je suis vacant, mais pas dans le bon sens du terme. Alors, donc, je ne sépare pas ces choses-là, et quand je parle de tous ces lieux, c'est toujours profondément lié à mon travail, qui lui-même est lié à mon plaisir, qui lui-même, etc., vous voyez. Malheureusement aussi pour moi, je n'arrive pas à dissocier ma vie de mon travail, ce qui fait que je ne suis jamais absolument disponible pour les autres, qu'il y a toujours cette chose-là qui y joue, mais enfin, voilà ma situation. Alors, du point de vue de ce travail, j'ai besoin donc de trouver ces lieux, mais je ne cherche plus vraiment le nouveau pour le nouveau. J'ai pas tellement envie de nouveau, c'est toujours dans des cadres que je sais, c'est toujours dans ce cadre méditerranéen, disons, dans le sens large du terme, que je cherche la chose qui me plaît. J'ai plus tellement envie de découvrir du nouveau. Au contraire, je me rends compte chaque fois que je reviens d'un autre continent, je me dis, mais mon Dieu, je ne suis pas assez souvent en Espagne, en Italie, en France, etc. Au contraire, maintenant, je regrette de ne pas assez vivre là où je suis. Non, ce qui me frappait tout à l'heure, c'était la crainte de ne pas retrouver les moments parfaits. Mais c'est pas une crainte, c'est une réalité. Là encore cet été, j'ai fait l'expérience aussi. Je suis retourné dans une maison où j'ai connu de très bons moments, c'est-à-dire à la fois de vivre, de joie et de travail. Et les conditions avaient légèrement modifié. C'est parce que je sais que on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, comme disait Héraclite, c'est-à-dire que je ne retrouverai jamais, sauf par une chance inouïe, n'est-ce pas, ce que j'ai vécu d'exceptionnel en retournant dans le même endroit, qu'il vaut mieux l'éviter pour éviter cette sorte de désolation ou de tristesse. C'est ça. On ne peut pas être heureux continuellement. Et d'autre part, enfin, je crois que pour sentir le bonheur, il faut le payer par du malheur, c'est-à-dire qu'il faut connaître la souffrance et le malheur pour vraiment jouir du bonheur. Je crois que ce sont deux choses qui sont absolument complémentaires. Alors, voilà tous les ingrédients, disons, du bonheur, qui sont très compliqués, qui ne dépendent pas de moi aussi. Je sais que si je cherche à provoquer les conditions pour connaître ce monde parfait, je vais échouer. Je ne cherche rien. J'attends que les choses se passent. Peut-être qu'il s'en passera plus, je n'en sais rien. Mais là aussi, pour revenir à ce trait contradictoire de caractère, je suis quelqu'un, disons, de très thermodynamique. Ça veut dire quoi, thermodynamique? Vous savez que la thermodynamique, c'est la science, disons, qui étudie les phénomènes liés à la chaleur, mais au bouillonnement. Bon. Alors, ça veut dire que quand je vous dis que je ne peux être exalté ou déprimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis comme une vague. Alors, je suis une vague qui, dans certaines conditions, s'enfle, monte, et puis court, n'est-ce pas? Parce qu'une vague, bien entendu, il faut qu'il y ait un certain jeu de force thermodynamique pour qu'il la soutienne, n'est-ce pas? Bon. Et puis, plus elle est haute, plus elle risque de tomber. Du reste, elle se rebiffe, n'est-ce pas, à sa crête, n'est-ce pas? La crête, c'est ce qui est en train de tomber, et c'est ce qui continue, et ce qui ne tombe pas, puisque le mouvement de la crête, de la vague, empêche cette crête de tomber. C'est ça qui est très beau, c'est ce qui se passe à la crête de la vague. Et puis, à un moment donné, il va se passer quelque chose, c'est-à-dire qu'il y aura un peu moins de profondeur d'eau, au niveau de la mer, donc il y aura des conditions thermodynamiques qui changent, et plof, il y aura cette gigantesque vague qui s'effondre, ou bien elle se heurte contre un rocher, alors un fracas épouvantable, la vague se dilue, n'est-ce pas, en des millions de particules. Et voilà ce qui arrive aux êtres thermodynamiques comme moi, c'est-à-dire que, ou bien on est une vague, n'est-ce pas, très haute, ou bien on s'effondre complètement, on tombe en miettes. Je ne dispose pas de structures intermédiaires qui m'aident à supporter. Par exemple, ces structures intermédiaires, qui sont pour moi détestables, si j'avais une vie très disciplinée, très, très réglementée, à ce moment-là, ça m'aiderait. Mais comme je dois créer ma propre discipline, alors là, évidemment, je m'effondre. Mais je suis maintenant conscient, je ne sais pas si le mot est juste, mais je crois que je dois payer l'un par l'autre. Je dois payer par mes dépressions, mes exaltations, je dois payer ma condition thermodynamique, n'est-ce pas, dans le fond, dans toutes ses conséquences. Alors voilà, si vous voulez, les problèmes que moi j'ai à vivre, toujours reliés aussi à ce que je crois être mon travail. Il y a quelque chose d'assez frappant dans vos livres, en tout cas les derniers, c'est que, bien que vous parliez de sujets extrêmement abstraits, quelquefois savants, scientifiques,
Vous ne vous effacez jamais. Tout à coup, vous dites, eh ben voilà, j'ai raté mon avion, je me suis levé de mauvaise humeur. Cette présence du je, vous la voulez ou elle vous échappe? Ben, je veux dire que je la veux de plus en plus. Bon, tout d'abord, en moi, il y a un héritage très classique, je dirais, qui vient directo de Montaigne, et dont je suis persuadé, c'est que quand on parle de soi, à un certain degré, on parle de tout le monde, n'est-ce pas? Que la condition humaine est en chacun. Ça, j'en suis persuadé. Et donc, mon jeu, tout en étant très particulier, très marginal, je crois en même temps que je suis un être très, très moyen, de par les qualités moyennes que j'ai, et un homme quelconque, vraiment. Et de par les interrogations que je me pose. Alors, bon, il y a cette première chose-là, mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est un sentiment dont j'ai maintenant une idée de plus en plus claire théoriquement, qui est celle-ci. C'est que on ne peut pas faire comme si, soit, on était brusquement Dieu le Père, un pur observateur abstrait, indépendamment de la chose que l'on observe, et que donc tout ce qu'on dit est absolument objectif. J'ai toujours eu le sentiment que, en réalité, pour le lecteur, le minimum de loyauté est de dire, voilà, celui qui vous écrit est un être, pas seulement de chair et de sang, mais un esprit qui a des faiblesses, des carences, des particularités, etc. Et dans ce sens-là, je pense que, sans le savoir, j'abordais un problème qui maintenant me semble tout à fait crucial, être celui de la science moderne, qui est le rapport du sujet et de l'objet. Parce que toute la tradition scientifique occidentale s'est faite, et du reste a réussi, pendant 2 siècles, en pensant que on appréhendait un univers objectif, c'est-à-dire qu'en effaçant l'observateur sujet. Parce que la preuve, c'est qu'on faisait des expériences qui pouvaient se répéter, en dépit de la variété des sujets observateurs. Donc on atteignait l'objectivité. Mais alors, ce dogme, disons, aujourd'hui, s'effrite de nombreux côtés. Tout d'abord, même quand on prend cet exemple que je vous dis, pour les sciences les plus exactes, on sait aujourd'hui que, bien entendu, on a des données, disons, où on tient des règles objectives, mais que nous ne savons pas ce que sont les choses en soi, parce que ça passe, les choses nous arrivent par l'intermédiaire de nos sens, lesquels transmettent sous forme d'influx nerveux à notre cerveau, et que ce sont les structures mentales et logiques, disons, qui donnent une forme à ces phénomènes extérieurs, qui nous arrivent sous forme de trains d'ondes. Alors donc, de toute façon, les structures mentales humaines mettent en forme les données de l'extérieur. Mais ça, très bien, on peut le dire, mais il faut aller plus loin. Alors, on est allé plus loin, en fait. Déjà, ça a commencé par la microphysique. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que l'observateur perturbe son observation à un certain degré. Parce que ne serait-ce que la lumière dont il a besoin, elle-même modifie le mouvement des photons, n'est-ce pas, et agit sur la particule microphysique. Donc, on arrive à ces fameuses lois de relation d'incertitude d'Heisenberg, etc. Autrement dit, on est arrivé à un moment où on ne peut plus dissocier le sujet et l'objet. Mais quiconque a réfléchi sur la société, et là ce travail a commencé en profondeur, surtout à partir de Karl Marx, on s'est rendu compte que comment nous pouvons-nous porter un jugement objectif sur une société dont nous faisons partie, c'est-à-dire dont la culture nous a nourris. Quel est le point de vue qui va nous donner l'objectivité? Et pas seulement sur notre société, mais sur une société étrangère. En quoi les normes de notre société, que l'on croit rationnelles occidentales, sont-elles universelles et nous font capables de juger les Incas ou même les tribus des Bushman de Kalahari? Et ce travail d'autocritique de la science occidentale a commencé, et depuis longtemps, on a mis en doute notre propre légitimité de savant universel par l'autocritique idéologique, et puis aujourd'hui, sur le plan de l'ethnographie, après Lévi-Strauss et surtout avec Jolin, on critique en disant quelle est cette prétention arrogante qui nous fait croire qu'on est toujours en possession de l'objectivité, que les autres sont en possession de la subjectivité. Et d'autre part, je reviens à ce que je vous disais sur Plauzevet, j'ai compris que pour moi, la recherche scientifique ne consiste pas dans l'élimination ou la castration de l'affectivité, mais dans le plein emploi de l'affectivité, c'est-à-dire de l'amour et de la sympathie. Et plus les chercheurs vivaient avec les gens, les aimaient, plus ils étaient aptes à recevoir du matériel riche. Mais bien entendu, on peut donner le plein emploi à l'amour et à la sympathie à condition qu'il y ait en permanence une force autocritique qui permet de se dédoubler soi-même. Bien entendu, il n'y a aucune règle, aucun manuel qui vous dise quel est le degré optimum d'autocritique. Ce sont des choses qui ont besoin à ce moment-là
de la confrontation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a formulé cette idée, c'est-à-dire, bon, je m'autocritique, mais qui est-ce qui va critiquer mon autocritique, hein? On est obligé d'avoir ça. Alors, à ce moment-là, on arrive à l'idée d'une équipe. D'une équipe, c'est-à-dire où il n'y ait pas quand même pas de hiérarchie dans le sens où celui qui est à l'échelon inférieur a peur de dire la vérité à l'échelon supérieur, c'est-à-dire assez de communication pour que des points de vue différents s'affrontent et s'opposent. La correction, disons, c'est l'autre. On a toujours besoin de travailler avec des gens qui participent à la même recherche et qui disent non, c'est pas ça, et qui vous corrigent. Alors vous voyez, ce système de recherche, c'est l'autocorrection, mais en même temps, l'autocorrection a toujours besoin d'autrui pour s'autocorriger. On ne peut jamais s'autocorriger tout seul. Donc, travail d'équipe. Mais pas travail d'équipe comme on le fait. C'est-à-dire on prend un spécialiste, un économiste, un psychiatre, un je ne sais quoi, qu'on ajoute des spécialistes les uns à côté des autres. Parce qu'à ce moment-là, personne ne critique personne. Chacun dit ceci est mon territoire et mettez pas les pieds dans mon territoire. Il faut que des gens soient polyvalents, où les mêmes spécialités interfèrent entre eux. Et bien entendu, c'est très difficile parce que parfois l'esprit de compétition va l'emporter sur l'esprit de coopération. Moi, j'ai vu que ce genre d'équipe auquel je rêve, n'est-ce pas, ça marche bien dans certaines conditions privilégiées encore, mais il y a des conditions où ça ne marche plus, où il y a des conflits entre individus, où l'on peut plus se sentir, etc. Parce que comme le lien est surtout affectif, des phénomènes d'antipathie peuvent ruiner une équipe. Alors que dans une équipe normale, les gens peuvent ne pas se sentir ou s'aimer, ça n'a aucune importance. Ils obéissent à un programme et ils font le programme. Vous voyez? C'est des problèmes à étudier, à expérimenter et à développer. Et là encore, je crois que ce plein emploi de la subjectivité, cette reconnaissance de la subjectivité, loin d'être des phénomènes, je dirais, pré-scientifiques, c'est-à-dire d'un esprit, n'est-ce pas, qui ne s'est pas encore haussé à la hauteur sublime de la science, sont déjà un esprit d'avant-garde scientifique, c'est-à-dire que toute science moderne doit nécessairement passer par l'observation de l'observateur, l'auto-implication de l'observateur et l'autocritique de l'observateur dans son observation. Mais ça se termine quand et où? Je veux dire, pourquoi arrête-t-on à un moment? Ça dépend de la façon dont on fait l'enquête. Quand vous avez, par exemple, un programme fixé à l'avance, n'est-ce pas, vous avez un programme, vous dites, voilà, on va étudier sur telle population, on va prendre un échantillon de personnes, on va faire des questionnaires, et une fois que les questionnaires sont terminés, l'enquête est finie. Alors après, on les fait passer les questionnaires à la moulinette, n'est-ce pas, à la machine, les résultats, corrélations, etc. Bon, alors à ce moment-là, quand le programme est fait d'avance, vous savez quand c'est fini. Vous avez tel champ exploré, vous avez exploré votre champ, et puis c'est fini. Alors dans mon cas, c'est un peu différent. Comment, par exemple, moi je considère que mon travail est terminé? Je considère que le travail est terminé quand vous n'avez plus de surprise. Alors, je vous donne l'exemple d'une autre enquête qui est exactement le contraire de celle sur Claudebet, celle sur la rumeur d'Orléans. C'est l'histoire d'une rumeur à Orléans. On part à Orléans et on ne sait pas combien de temps on va faire l'enquête. Bon, l'enquête a duré 3 jours et 3 nuits, l'enquête sur place. Après, pour rédiger le bouquin, il a fallu 3 mois. Et pourquoi on l'a arrêté? On l'a arrêté à partir du moment où tout ce que l'on apprenait devenait redondant, c'est-à-dire ne faisait que confirmer ce qu'on avait déjà appris, dans le sens que l'on voulait apprendre. C'est-à-dire que ce qu'on voulait, c'était voir ce qu'était cette rumeur, les milieux qu'elle avait touchés, la façon dont elle s'était propagée, etc. Alors on s'est rendu compte de ceci, c'est-à-dire qu'on n'apprenait plus rien. Quand je dis on, c'est parce qu'on était plusieurs, qu'on se dispersait dans la ville, qu'on se retrouvait 2 fois par jour, qu'on s'échangeait les informations. Il y a eu ce phénomène d'usure, on savait tout dans ce cadre-là. On aurait pu continuer une enquête beaucoup plus longue si on s'était intéressé, disons, à étudier la rumeur en fonction de la structure sociale d'Orléans. On aurait fait une étude sur Orléans qui nous aurait pris plusieurs mois. Mais ce qu'on a voulu voir dans cette histoire-là, on a voulu mettre entre parenthèses les conditions locales. C'était peut-être une erreur, mais finalement, c'est après qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas une erreur, dans la mesure où nous avons vu après que la même rumeur s'était répétée dans d'autres villes, et même à Amiens, à peu près sous la même forme. À ce moment-là, on a compris que ce n'étaient pas des phénomènes singuliers, propres à Orléans, qui expliquaient cette rumeur, que Orléans avait été un bon bouillon de culture pour cette rumeur, mais qu'il y en avait eu quelques autres, et que ce qui était important, c'était les explications aussi extra-orléanaises qui avaient trait à la société française, provinciale, urbaine, etc. Oui. Alors donc, de ce plan-là, on aurait pu se tromper. On ne s'est pas trompé par chance.
Mais il y a un moment donné où je joue un déclic. Je ne suis pas perfectionniste dans le sens où je suis partisan. Peut-être que je pense que c'est urgent dans les conditions actuelles, que je me sens pressé par une certaine hâte. Je me dis, je fais de la blitzkrieg théorique, c'est-à-dire que j'essaie d'aller dans les points. Je fonce, n'est-ce pas, de ville en ville, n'est-ce pas, et je n'occupe pas le terrain et la campagne. C'est-à-dire je laisse des zones d'ombre ou des lacunes. Peut-être ai-je raison, peut-être ai-je tort encore. Mais il y a un moment donné où je sens que je n'apprends plus grand-chose, où je n'apprends que des détails par rapport à l'objet de ma curiosité. Et c'est le moment où se déclenche en moi alors le processus de la structuration et du travail proprement de rédaction. Chaque chercheur consigne ses observations dans un journal personnel. Le journal n'est pas accumulation de notes, c'est une relation qui d'elle-même entraîne une remémoration en chaîne de faits inconsciemment enregistrés. Par ailleurs, la notation accompagnée d'adhérences subjectives, impressions, sentiments, offre au regard extérieur, qui peut être le deuxième regard de l'observateur lui-même, une matière qui permet d'élucider le rapport observateur-phénomène, c'est-à-dire le problème clé de tout effort d'objectivation, le couple sujet-objet de la recherche. Mais quand on travaille en équipe, on est amené à faire forcément un travail interdisciplinaire, non? Pas forcément. Là encore, si je prends cet exemple de l'enquête sur Plozevet-Plodemet, il faut que je vous retrace un peu les conditions. C'était une grande enquête, justement, interdisciplinaire, décidée par la DGRST, où il y a eu des géographes, des économistes, des historiens, des démographes, etc., etc. Bon. Et puis, mais moi, l'équipe que j'ai faite n'était pas pluridisciplinaire. J'ai pris en général des jeunes chercheurs de formation de psychologie sociale ou sociologue, mais a priori polyvalents. J'ai profité de l'enquête multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a des documents de travail des historiens, des géographes, des démographes qui m'ont beaucoup aidé. Donc, je ne sous-estime pas de l'intérêt de telles approches. Mais je suis de plus en plus persuadé que de telles approches de plus en plus nécessaires sont de plus en plus insuffisantes en même temps et qu'il faut trouver autre chose. Pourquoi? Tout d'abord parce que on arrive à un de ces paradoxes de la division et de la parcellarisation du travail dans les sciences, comme du reste dans l'industrie. Dans l'industrie, vous le savez très bien, après l'extrême parcellarisation du travail, on est arrivé aux années 50 à comprendre le fameux job enlargement, c'est-à-dire que plus on réduisait les tâches de façon à ce que ce soit de plus en plus rentable en limitant le travail d'un ouvrier à un geste automatique, plus à un moment donné on diminuait le rendement parce que la tâche est tellement ennuyeuse et mortelle que des phénomènes d'absentéisme, etc. qui font qu'on travaille de moins en moins bien. Donc on élargit le travail et apparemment de façon irrationnelle sur le plan strictement physico-mécanique, mais plus rationnel sur le plan humain, on pense que plus on aura de satisfaction au travail, mieux on travaillera. Et du reste, ces idées-là se sont développées dans le plan de l'entreprise capitaliste ordinaire. Même il y a maintenant une usine d'auto en Suède où on a supprimé la chaîne proprement dite. Et puis sont des idées sur le plan qui font éclater l'entreprise capitaliste avec des idées d'autogestion qui consistent dans le fond à essayer de résoudre les problèmes du travail sur le plan d'une participation plus intense et d'une responsabilité plus grande. Bon, ça, c'est sur le plan de la division économique du travail. Mais sur le plan de la science, on arrive à ce paradoxe, c'est que il se crée des micro-disciplines, chacune avec son langage et son jargon, mais chacune découpant arbitrairement un pan de réalité. Parce que la discipline correspond à un découpage purement formel et souvent dû au hasard. Surtout en France, on a mis ensemble l'économie, la science économique dans les faits avec le droit. Pourquoi ? Dans d'autres pays, c'est mis avec la sociologie. Bon, les disciplines sont découpées absolument au hasard. Et surtout, la réalité, je le répète, est très mal découpée. C'est Socrate, je crois, qui parlait, disons, du bon dialecticien. C'est celui qui sait découper le bœuf aux articulations, n'est-ce pas? Alors, il découpe bien la cuisse, le jambon, n'est-ce pas? On découpe l'animal en des articulations. Mais que fait la science moderne? C'est une sorte de scie mécanique, découpe ça en rondelles disciplinaires. Et on arrive à ce paradoxe, c'est-à-dire que, comme on l'a dit souvent, c'est de plus en plus de choses sur moins en moins. En réalité,
on ne sait plus rien, et même la science devient une anti-science, c'est-à-dire que surtout, il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut accumuler des données pour établir un certain nombre de relations. La science devient l'obscurantisme. On dit surtout, ne cherchez plus à comprendre, ne cherchez plus à avoir une théorie et une vision du monde, c'est fini. C'était bon du temps de Pic de la Mirandole ou du XVIe siècle, et maintenant, la science moderne, c'est surtout ceux qui ne veulent pas chercher à comprendre. Et on abrutit les types, n'est-ce pas, dès qu'ils sont étudiants, pour leur faire comprendre qu'il ne faut pas comprendre. Et on fabrique de ces pauvres robots. Moi, je crois que d'abord, le résultat est désastreux, et qu'à partir d'un certain moment, l'absence de communication entre les disciplines fait qu'on va vers l'absurde. Et la preuve en est que toutes les grandes découvertes nouvelles, tous les mouvements par lesquels la science progresse se font toujours en dehors ou en marge des disciplines. C'est toujours, disons, indisciplinaire au début. Ainsi en est-il, par exemple, de la biologie moléculaire, qui aujourd'hui joue un rôle central dans la science biologique. Mais il n'y avait pas de chair en France, il n'y avait rien. Et finalement, au début, c'était des marginaux qui s'appelaient Jacques Monod, François Jacob, Elvoff. Et c'est parce qu'il y a eu les prix Nobel qu'on leur a offert des chaires et qu'une grande discipline s'est créée. Et à nouveau, avec les contraintes et les limitations de la discipline. Tout ce qui est important, c'est créé toujours en dehors des disciplines. Et c'est normal, c'est évident. Et c'est même connu du point de vue épistémologique. Kuhn a fait un livre merveilleux là-dessus qui s'appelle la structure des révolutions scientifiques. Pour qu'il y ait un progrès de la science, il faut que le cadre existant pète, éclate, et pour qu'un nouveau paradigme, comme il dit, se développe. Donc nous sommes dans une époque d'hyperspécialisation, d'hyperdisciplinarisation, et l'interdiscipline, c'est-à-dire les relations diplomatiques entre les disciplines, sont aussi insuffisantes que les relations diplomatiques entre nations à l'ONU pour régler les grands problèmes mondiaux, n'est-ce pas? L'ONU est nettement insuffisant et l'ONU scientifique de l'interdisciplinarité est nettement insuffisante. Alors, quelle est l'issue, la recherche? La recherche, c'est ce qu'on peut appeler la transdisciplinarité. La transdisciplinarité signifie que le cadre dans lequel on travaille est un cadre qui ne respecte pas les frontières entre disciplines. Il y a par exemple des théories transdisciplinaires qui existent, à commencer par, disons, le marxisme. Le marxisme est transdisciplinaire dans le sens où c'est une théorie qui s'applique aux phénomènes économiques, à l'ensemble de la société, à la théorie de la mythologie, de l'idéologie, etc., n'est-ce pas? C'est-à-dire que ça ne respecte pas la division économie, sociologie, idéologie, etc. Bon, dans un sens, disons, le freudisme est transdisciplinaire dans le sens où ce n'est pas simplement une pratique médicale s'occupant des névroses, mais où Freud a fait un travail sur la religion, sur les sociétés primitives, sur le malaise de la civilisation, etc. C'est-à-dire que c'est aussi une vue pas seulement sur l'individu anormal, mais sur l'individu normal, pas seulement sur l'individu, mais sur le rapport social. Mais vous avez aujourd'hui des théories comme la théorie de l'information, qui est une théorie qui, au début, partie des communications téléphoniques ou télégraphiques, a pu s'appliquer à la biologie et s'applique à différents secteurs cybernétiques et autres. Il y a des poussées transdisciplinaires. Mais ce qu'il y a aussi, je crois, c'est qu'il faut développer l'esprit transdisciplinaire, c'est-à-dire un cadre théorique qui fasse éclater les cadres qui semblaient évidents, par exemple biologie, anthropologie, psychologie. Et je crois aussi qu'il faut un nouveau type de chercheurs polyvalents, et qui soient animés par un esprit de stratégie beaucoup plus que de programme. Et là aussi, c'est très difficile, parce que vous voulez faire une recherche. Qu'est-ce que vous faites? Il faut d'abord faire un projet de recherche que vous soumettez à une instance, des GRST, CNRS, peu importe, ou fondation. Alors, pour que ce projet soit examiné, il faut qu'il soit écrit avec une assurance absolue, c'est-à-dire que vous fassiez comme si vous saviez déjà ce que vous allez trouver. Vous dire, je vais procéder par tel ou tel moyen, telle méthode, etc., tel protocole. C'est-à-dire que vous éliminez la part de l'incertain et de l'inconnu. Or, qu'est-ce qui est intéressant dans une recherche? C'est quand elle a de l'incertain et de l'inconnu. D'autre part, il faut qu'elle entre dans les cadres déjà intelligibles par les patrons séniles qui font partie de ces commissions. Parce que eux, bien entendu, ils ont vécu dans tout un cadre conceptuel. Ça leur présente un cadre nouveau. Ils disent c'est de la folie, n'est-ce pas? C'est des pauvres débiles, n'est-ce pas? Ça ne marche pas. Alors donc, il faut travestir tous ces concepts. C'est du reste ce qu'a fait Watson, qui explique très bien. Parce que Watson, dans son livre La double hélice, il explique comment il a pu finalement avoir les moyens de faire la recherche qui lui a permis de découvrir la structure de l'acide désoxyribonucléique, c'est-à-dire de la structure héréditaire de la vie. Et comment il l'a fait? Mais il a fait des faux rapports
aux fondations qui donnaient des crédits. Il a dit qu'il voulait être envoyé dans telle université pour telle raison, alors que la vraie raison était autre, ce qu'il aurait trouvé d'autre. Parce que s'il avait dit ce qu'il cherchait vraiment, on lui aurait dit ce n'est pas intéressant, on ne lui aurait pas donné les crédits. Alors, vous avez une structure qui vous oblige à travestir, à proposer des recherches intéressantes, c'est-à-dire où apparemment vous avez déjà trouvé ce que vous allez chercher. Et alors, à partir de ce moment-là, la recherche est programmatisée. Vous avez un programme, d'abord on vous fixe le budget de façon rigide, c'est-à-dire qu'on interdit qu'il y ait le moindre feedback, la moindre rétroaction de la matière étudiée sur vous-même. Il faut que la matière soit inerte. Et là encore, on oublie cette dialectique entre le sujet et l'objet. C'est-à-dire que dès que vous avez un rapport avec un objet d'étude, l'objet, il vit, il retentit sur vous, il vous modifie. Mais le programme empêche de faire ceci. Ou bien il faut le faire clandestinement de façon très difficile. Alors que une vraie recherche est toujours fondée sur une interrogation, sur une incertitude au départ. Au départ, vous ne savez pas très bien quelle va être la vraie méthode, parce que vous allez essayer différentes méthodes, que les unes vont échouer, les autres vont réussir. Vous ne le savez pas encore. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas la matière que vous avez étudiée, puisque vous allez vers cette matière. Et d'autre part, il y aura nécessairement ce feedback, cette rétroaction entre l'objet et le sujet, ce qui fait que vous devrez nécessairement faire de la stratégie. Et qu'est-ce que c'est la stratégie par rapport au programme? La stratégie, c'est de l'invention d'un dispositif appliqué à un objet donné, mais qui peut se modifier en fonction que l'objet change. C'est exactement ce qui en termes militaires est appelé stratégie. Et la réalité se défend toujours. Alors, à ce moment-là, la stratégie est aléatoire, incertaine, il faut corriger le dispositif, il faut modifier, et c'est ça la vie. Alors, je trouve que la structure actuelle, dans son bureaucratisme et dans son disciplinarisme, empêche la créativité scientifique. Et vous me direz, mais pourtant, la science progresse. Eh bien, je dirais oui, elle progresse, mais elle progresse, je dirais, à travers les lézardes du système et non pas à cause du système. Heureusement, le système est assez vermoulu. Les contrôleurs sont assez inattentifs ou distraits. Ils ont des sympathies parfois pour des jeunes chercheurs. Enfin, il y a toute une série de phénomènes qui ne sont pas prévus dans le programme et qui fait qu'il y a un certain jeu qui est possible. Bien. En effet, alors ça progresse à travers ces lézardes et que se développent en effet ces éléments nouveaux qui sont indisciplinaires. Bien. Et en plus, à quel prix progresse-t-il? On dit, aujourd'hui, il y a plus de savants dans l'univers qu'il n'y en a eu dans toute l'histoire de l'humanité. Alors quand on entend cette chose dont certains se gargarisent avec suffisance, on est épouvanté, parce qu'on se dit comment? Et aujourd'hui, il y a plus de savants que dans toute l'histoire de l'humanité, et qu'est-ce qu'ils ont trouvé, tous ces savants? Quelles sont les découvertes fondamentales depuis 10 ans? Mais il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, parce que la dernière vague de fécondité, c'est les années 49-53, c'était Norbert Wiener sur la cybernétique, ça a été le renouvellement de la biologie moléculaire, ça a été même dans les années 50, les grandes découvertes en astrophysique, les quasars. Mais il n'y a rien de fondamental. Alors, quelle déperdition, quel gaspillage, alors que dans toute l'histoire de l'humanité, à partir de zéro, il y a eu des découvertes absolument bouleversantes. Pensons à ce qu'ont découvert les Chinois, qui n'étaient même pas des savants, la poudre, la boussole, l'imprimerie, pensons à Archimède, pensons au XVIe siècle, pensons à Galilée, et dans quelles conditions difficiles. Alors voilà, des gens qui ont des crédits, qui ont des moyens, qu'est-ce qu'ils font dans leur laboratoire? Qu'est-ce qu'ils font? C'est épouvantable. Et c'est des bulldozers, n'est-ce pas? Ils font de l'occupation du terrain. Le système, dans le fond, donne peu de chance à l'avant-garde. Mais comme il y a tellement de chercheurs, comme c'est tellement massif, évidemment, il y a quelques esprits un peu déviants qui, dans le fond, travaillent pour l'ensemble, en ayant l'air de le critiquer. Parce que c'est ça le drame, n'est-ce pas? En luttant contre le système, dans le fond, on l'entretient. C'est un peu, disons, ce qui se passe sur le plan industriel. Ce qui m'avait beaucoup frappé il y a plusieurs années, c'était l'étude qu'avait fait Daniel Mottet, ouvrier chez Renault, qui avait très bien expliqué en disant que si, dans l'usine, on obéit littéralement aux ordres de la maîtrise et de la direction, tout s'arrête, parce que les autres sont tellement bureaucratiques que rien ne fonctionne. Alors les ouvriers sont obligés de s'organiser collectivement pour que ça marche. C'est-à-dire que cette organisation clandestine, en même temps, elle travaille pour l'entreprise elle-même. C'est-à-dire que l'entreprise bureaucratique, capitaliste, industrielle, étatique, tout ce que vous voulez, fonctionne malgré sa bureaucratie. Et il y a des cas même, par exemple, quand s'arrêtait la chaîne automatisée, n'est-ce pas, U5, l'usinage moteur. Alors on dit, dès que la chaîne s'arrête, alors vous faites ceci, vous téléphonez au contremaître, etc.
Ben, que faisaient les types? Ils regardaient, ils donnaient un ou deux coups de marteau quelque part, hop, ça se remettait à marcher. Alors, en ce moment, ils n'appelaient pas l'ingénieur. C'est-à-dire que c'est dans le débrouillage, c'est le système D. Et finalement, même quand vous voyez dans les pays étrangers où il n'y a pas cette promotion, disons, de la débrouillardise, eh ben, les choses progressent à travers quand même les failles du système. Il y a encore une vingtaine d'années, le monde semblait fait de 3 strates superposées non communicantes. Homme-culture, vie-nature, physique-chimie. Cependant, la situation s'est modifiée de façon radicale, et pourtant souvent encore presque invisible. Il n'y a plus cette frontière adiabatique entre les 3 domaines. Des brèches ont été opérées au sein de chaque paradigme clos, brèches qui sont en même temps ouvertures sur les autres domaines jusqu'alors interdits, et à travers lesquelles s'opèrent les premières connexions et des émergences théoriques nouvelles. Une chose à laquelle je crois profondément, c'est que nous sommes à un moment d'énorme piétinement parce que nous sommes arrivés aux limites de ce qu'on peut appeler le paradigme de la science occidentale qui a fait sa valeur et sa fécondité, disons, depuis le XVIIe siècle. Ce paradigme, c'est clair, c'est, disons, c'est la séparation absolue de l'objet et du sujet. C'est-à-dire qu'il y a une science objet et on élimine le sujet. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, ce paradigme ne tient plus, il s'effrite, il faut repenser la chose. Ce paradigme, c'est que la science est absolument neutre. Et il était juste parce qu'à l'époque, la science devait se dégager de la religion. Et que, vous savez, tous les efforts, n'est-ce pas, et c'était payé par des supplices et par des martyrs. Cette histoire-là, donc, il fallait que la science ne se préoccupe ni de valeur ni de fin, il fallait qu'elle soit libre à l'égard des finalités politiques, religieuses, magiques. Mais aujourd'hui, on se rend compte que cette neutralité fait que les savants travaillent en aveugle, ils font des bombes atomiques, ils font des bombes biologiques, ils font n'importe quoi, et tous ces produits rentrent dans la machine sociale, alimentent la technologie, alimentent l'industrie, qui est l'industrie de paix, qui est l'industrie de guerre, l'industrie de mort. Et aujourd'hui, si, pour la première fois, l'humanité est capable de s'autodétruire elle-même totalement, grâce à l'arme thermonucléaire, et bientôt, grâce à la destruction écologique, et troisièmement, grâce à des nouvelles armes bio-microbo-chimiques et autres, ça sera grâce à la science. Alors, on ne peut plus dire la science est bonne, la technique est neutre, et c'est les politiciens qui sont méchants et mauvais, c'est eux qui font la mauvaise politique. Si les politiciens étaient bons, alors la science ferait des merveilles. Ça, c'est le point de vue banal dont se sont gargarisés les savants. Et encore récemment, je crois, il y a eu une grande conférence à la Sorbonne, j'étais absent sur le devenir des savants, et je crois qu'on a repris ce thème en disant « Oh, nous savants, bien sûr, nous avons des grandes responsabilités, mais nous sommes des gens absolument nobles, et il faut vraiment aujourd'hui que les politiciens comprennent que... » Eh bien là encore, c'est la fuite de devant la responsabilité intérieure. En réalité, ce qui s'est passé, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Joliot commençait à faire ses travaux en 1930, qui étaient les premiers pas vers la bombe atomique, il ne savait évidemment pas que ces travaux spéculatifs sur la structure de l'atome conduisaient à la bombe atomique. Bien. Mais aujourd'hui, quiconque travaille sur le plan du cerveau, sur le plan de la biochimie du cerveau, sur le plan des gènes, sur le plan de la sexualité, c'est qu'il travaille, qu'il le veuille ou non, pour des formes de manipulation qui vont le dépasser. Les savants, aujourd'hui, sont conscients que, désormais, tout ce qu'ils produisent comme découverte peut avoir des conséquences politiques énormes. Et c'est pour ça que, disons, le savant, comme Einstein, pouvait se poser en Moïse avant la Deuxième Guerre mondiale en disant « Voici, l'humanité devrait obéir à la règle de raison, de sagesse, de liberté, de critique qui sont celles qui règnent entre scientifiques. » Vision un peu idéalisée, mais enfin, disons, il y avait un fondement à ça. Mais Moïse s'est transformé en Jérémie, c'est-à-dire quant au Oppenheimer, n'est-ce pas, lui, il a commencé par dire « Attention, nous sommes en train de produire de la mort, alerte, alerte », il a commencé à crier « Alerte » auprès des savants. Mais aujourd'hui, il faut dépasser le stade de Jérémie et Oppenheimer, il faut être au stade de Job, c'est-à-dire on est sur du fumier, on produit du fumier. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui tient au statut de la science, c'est-à-dire que les gens continuent à faire des découvertes, s'ils en font, et puis tout ceci est utilisé par la technique. Mais pourquoi? Mais parce que l'infrastructure de la société, c'est ce lien entre science, technique et industrie. On est
dans le système, il faut qu'il y ait une autocritique de la science, et je dirais même une autocrise de la science, comme ça commence un peu aux États-Unis, pour que les savants cessent de faire des motions pour dire que les politiciens devraient faire une meilleure politique, et commencent à faire, eux, la politique de la science, ou prendre conscience qu'il y a une politique. On ne peut plus penser à la science en termes absolument neutres. Voilà un très grave problème que nous avons affronté du point de vue scientifique. Enfin, j'ajouterai que sur le plan de la théorie, la science a pu réussir sur un modèle simplifié qui était celui de la physique du XVIIIe et du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on pouvait tout réduire, un phénomène complexe, à des éléments simples. Et grâce à ça, du reste, on pouvait manipuler. Toute réduction à des éléments simples a permis la manipulation. C'est ça qui a eu le déferment de la science et de la technique occidentale. On s'est mis à tout manipuler. Mais on commence à se rendre compte qu'à tout manipuler, on risque de tout détruire. C'est ça la conscience écologique. Et puis on se rend compte que peut-être qu'il faut connaître, comprendre, pas seulement pour manipuler, pour travailler avec, pour coopérer. On n'est pas obligé de manipuler les choses. Et alors à ce moment-là, on se rend compte aussi qu'il y a des phénomènes complexes qui doivent être traités de façon complexe. Le phénomène de la vie ne peut pas être réduit en les éléments chimiques qui composent la vie. Et c'est ça, à mon avis, la grande découverte. La vie est un type d'organisation d'un type particulier. Je dis que la vie est une organisation d'un type particulier, c'est-à-dire que le phénomène de la vie, c'est communication interne entre les molécules, c'est ces relations et ces interactions internes et avec l'environnement, et c'est cette auto-organisation, c'est un système qui en réalité tient en lui son propre contrôle, sa propre commande, à la différence d'une machine, même la plus perfectionnée qu'on fasse, un ordinateur, qui n'est pas auto-organisé parce qu'on lui donne son programme. On a l'impression que la vie a son programme en elle-même. Alors, dès qu'on arrive à ce type de problème, à ce niveau, où c'est l'ensemble, la totalité organisée qui devient le point central, et non pas la réduction dans les éléments constitutifs, on doit se hisser à un niveau de complexité, à un paradigme de complexité qui n'était pas celui de la science classique. Tout ceci pour vous dire que si la science piétine aujourd'hui, c'est ce piétinement qui peut-être précède les grandes révolutions, les grandes transformations. J'ai l'impression qu'il faut faire une grande révolution dans la science, comme il y a eu une grande mutation entre 16e et 17e siècle, avec la méthode expérimentale de Bacon, avec les principes de Descartes, avec les pratiques d'Ingasindi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être qu'une sorte de révolution à l'intérieur de la science qui commence, et qui, du même coup, a trait aux principes constitutifs de notre culture qui doit se faire. Vous voyez ? Et c'est pour ça que, si vous voulez, que je crois qu'aujourd'hui, le point tournant de la science tourne autour de la science de la vie et de la biologie. On peut dire aussi autour de la microphysique, on peut dire aussi autour de la science de l'homme, mais malheureusement la science de l'homme, elle, va dépendre du développement de la biologie, puisque c'est la science balbutiante qui n'est pas encore née. Je crois que aujourd'hui, et c'est le problème dans lequel je suis investi depuis quelques années, comment poser en termes d'organisation, enfin, des problèmes qui ont trait à la vie, ce qu'on appelle la biologie, mais aussi à l'homme, mais aussi à la société. Est-ce qu'il y a un fondement théorique qui puisse être trouvé, qui ne soit pas un fondement purement abstrait, purement formel, parce qu'on peut très bien faire des théories unifiantes, rien n'est plus facile, vous trouvez un mot en général et vous mettez tout dans le fourre-tout. Mais une théorie, ce n'est pas un fourre-tout, ce sont des articulations entre notions, entre concepts. Et à mon avis, là, il y a un problème crucial et il y a une très grande partie qui doit se jouer sur le plan de la théorie. La nouvelle théorie biologique, si inachevée soit-elle, change la notion de vie. La nouvelle théorie écologique, si embryonnaire soit-elle, change la notion de nature. L'écologie est une science naturelle fondée par Haeckel en 1873, qui se propose d'étudier les relations entre les organismes et le milieu où ils vivent. Mais soit la préoccupation écologique demeurait mineure dans l'ensemble des disciplines naturelles, soit le milieu était conçu essentiellement comme un moule géoclimatique tantôt formatif, lamarckien, tantôt sélectif, darwinien,
au sein duquel les espèces vivent dans un désordre généralisé et où ne règne qu'une seule loi, celle du plus fort ou du plus apte. La science écologique n'a que très récemment conçu que la communauté des êtres vivants, biocénose, dans un espace ou niche géophysique biotope, constitue avec celui-ci une unité globale ou écosystème. La question de la vie est très intéressante quand on la pose en termes d'organisation, parce que aussitôt, quand on examine le fonctionnement de la bactérie, d'un unicellulaire dans le fond très, très élémentaire à nos yeux, qui sommes des êtres multicellulaires, nous sommes constitués chacun, n'est-ce pas, de milliards de cellules, n'est-ce pas, d'une trentaine de milliards. Une bactérie, c'est une petite unicellulaire. Eh bien, cette unicellulaire, on commence à comprendre son fonctionnement, et c'est plus perfectionné que l'usine automatique la plus perfectionnée, avec une précision en plus dans l'accomplissement des tâches et du programme et du contrôle. Et alors, en plus, on peut dire qu'une usine automatique, comme l'usine Renault, comme l'usine Citroën, eh bien, elle ne fonctionne pas toute seule en réalité, on l'appelle automatique parce qu'il y a une relative automatisation, mais il faut qu'il y ait des hommes qui la contrôlent, il faut qu'il y ait des hommes qui fournissent les programmes. Il faut qu'il y ait un marché social extérieur, c'est-à-dire que ça ne vit que parce qu'il y a une complexité sociale énorme tout autour qui l'a produite. Alors que la vie, la bactérie, elle est sortie de quelque chose de moins complexe qu'elle. La bactérie, elle fournit elle-même son propre programme, son propre contrôle. Autrement dit, la bactérie la plus élémentaire dispose d'une complexité à laquelle nous, humains, nous ne sommes pas encore arrivés dans la création de nos œuvres industrielles et économiques. C'est ça qui est absolument effarant et merveilleux en même temps. De plus, nous étions très orgueilleux de notre langage humain. Et la linguistique avait montré que c'est un langage à double articulation, c'est-à-dire que nous parlons avec des sons, des phonèmes, qui en eux-mêmes n'ont aucun sens. Je dis A, E, I, O, U, n'est-ce pas? Je dis chapeau, chat et peau n'ont aucun sens, mais si je les unis en deux dans le mot chapeau, ça veut dire quelque chose qu'on se met sur la tête. Et la deuxième articulation, c'est ce qui relie dans des chaînes qui ont des sens, des chaînes parlées. Bien, voilà le langage à double articulation, et nous pensions que c'est le phénomène unique dans la nature qui nous différencie de tous les animaux, parce que nous savons aujourd'hui que les animaux communiquent, mais avec des systèmes plus simples. Eh bien, cette bactérie-là, elle possède apparemment un système de communication interne à double articulation, c'est-à-dire que ce qu'on appelle son code génétique est constitué d'éléments qu'on peut assimiler à des lettres, et que ces lettres ensemble forment des quasi-mots, et qu'à chaque mot correspond telle activité, telle production de substances, de protéines, etc. C'est-à-dire qu'il y a un quasi-langage de structure aussi compliqué que le nôtre. C'est-à-dire que dès qu'on plonge dans ce qu'il y a de plus simple dans la vie, on se trouve devant une complexité effarante. Alors, c'est ça qui, à mon avis, est très important à étudier, à comprendre, et que la science nouvelle sera la science qui ne niera pas cette complexité, qui essaiera de l'élucider. Et autre trait de complexité, c'est que, disons, on peut dire que la vie est un système ouvert, c'est-à-dire que on a besoin toujours de nous réalimenter en énergie à partir de l'environnement. Bon, on a besoin de manger, mais on n'a pas simplement de manger, d'avoir de l'énergie brute, de la matière énergétique. On a besoin aussi de nous ravitailler en information de l'univers, c'est-à-dire en messages. Et ce rapport avec l'écosystème, l'environnement, est un rapport indissoluble. Si nous nous fermions sur nous-mêmes, nous mourrions. On a besoin donc d'avoir cette source énergétique. Mais pourquoi? C'est ici qu'intervient, disons, le problème thermodynamique sur un autre plan. C'est qu'il y a le deuxième principe de la thermodynamique, qui est celui, disons, de la dégradation de l'énergie calorifique, et qui, transformé par Gibbs, Boltzmann, etc., peut se formuler ainsi. Dans un système physique donné, la probabilité veut que l'on passe des états hautement organisés à des états de désorganisation. C'est-à-dire, c'est la tendance à l'accroissement de l'entropie, l'entropie pouvant être considérée comme, disons, un accroissement du désordre par rapport à l'ordre,
un accroissement de la désorganisation par rapport à l'organisation. Dans un système physique, ça veut dire qu'à un moment donné, tous les éléments se disposeront au hasard. Ça veut dire que finalement, il va y avoir, par exemple, dans l'univers est promise à l'entropie, c'est-à-dire que les montagnes vont être aplanies, l'érosion éolienne et des eaux vont tout réduire en poussière et en poudre. Enfin, sur le plan général, c'est ça. C'est la dilution des différences, la dilution de l'hétérogénéité, c'est l'homogénéisation et la dispersion au hasard des éléments. Bon, on se rend compte que la vie est, dans un sens, est une lutte contre cette probabilité, contre cet accroissement de la désorganisation. Au contraire, dans son évolution vers la complexité, elle accroît de l'hétérogénéité, elle accroît de l'organisation. Mais on ne peut pas poser cet accroissement d'ordre, d'organisation, d'hétérogénéité, de complexité, comme une sorte d'antithèse par rapport au deuxième principe. C'est que cet accroissement se fait avec le deuxième principe. C'est-à-dire que à chaque fois que je parle juste de l'énergie, et j'accrois le désordre interne dans mon organisme. C'est-à-dire que sans arrêt dans mon organisme, des molécules se dégradent et des cellules meurent. Autrement dit, je vis à travers la mort des cellules et des éléments qui me constituent. Autrement dit encore, c'est à travers ce processus d'autodestruction que la vie peut être conçue comme un processus d'auto-réorganisation et d'autoproduction continuelle. La vie est un mouvement de continuelle réorganisation qui utilise les forces de mort qui la travaillent pour sa propre vitalité. Et c'est ici que prend son sens l'aphorisme d'Héraclite qui disait « vivre de mort, mourir de vie ». C'est-à-dire que le processus de la vie contient en lui la mort, cette mort qui transforme en vie, mais qui finalement va finir par triompher sur le plan des individus, parce que tôt ou tard nous allons mourir. Et du reste, on sait mieux maintenant ce que c'est que la mort, parce que la cellule, en principe, est un mouvement perpétuel, je dirais même amortel, puisqu'elle a en elle-même les principes de sa propre réparation. Les molécules qui se dégradent, on les reconstitue. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le DNA, l'acide désoxyribonucléique, il y a ce qu'on appelle la mémoire ou l'information génétique, qui a toutes les instructions pour faire les réparations nécessaires. Alors, donc, de cette mémoire, il y a un système de communication, et les informations sont transmises du DNA au RNA jusqu'aux protéines et vice-versa. Tout marche grâce à un système de communication et avec des éléments d'information très redondants, ce qui fait qu'ils sont prêts à supporter, disons, l'irruption de ce qu'on appelle bruit en théorie de l'information, d'un désordre qui perturbe le message, comme il y a un brouillage qui arrive dans les postes de radio et que vous entendez mal. Alors à ce moment, il y a des éléments redondants. Bien. Alors, c'est un mouvement en principe perpétuel. Une cellule ne peut mourir que s'il est écrasée par un accident extérieur terrible. Elle est faite pour vivre éternellement. Et quand certains biologistes comme Carrel, dans les années 30-40, ont cru que la vie était en principe amortelle, ils avaient raison. Ils avaient raison, mais ils avaient tort. Pourquoi? Parce que ce que semblent nous montrer les travaux, disons depuis une quinzaine d'années, de la biologie moléculaire, c'est que dans ce mouvement perpétuel de l'information, eh bien, malgré tout, il arrive des perturbations dont on ne sait pas exactement la cause. Est-ce que ce sont des perturbations de type microphysique qui tiennent à l'aléa microphysique? Est-ce que c'est l'incidence des rayons cosmiques qui traversent sans arrêt nos organismes et qui à un moment donné tamponnent dans le fond une molécule chargée de sens? De toute façon, l'accumulation de ces bruits, n'est-ce pas, provoque cumulativement des erreurs. Autrement dit, à la longue, n'est-ce pas, des erreurs se glissent dans les messages. Alors le programme ne se réalise plus bien. Et la mort, et l'accumulation d'erreurs se traduit par des phénomènes de sénescence. Et ces phénomènes de sénescence, en s'accumulant, eux-mêmes provoquent la mort. La mort, en quelque sorte, ce n'est pas une usure au sens mécanique du terme, comme il y a une pièce usée dans votre moteur, puisque la machine vivante peut réparer la pièce usée elle-même. La mort vient de l'erreur qui se glisse dans les systèmes de communication interne. La mort, c'est l'erreur. Ce qui est frappant quand même, c'est ces erreurs qui se reproduisent d'une façon finalement tellement pareille avec chaque individu. Elles se répètent, elles se reproduisent statistiquement, ce qui fait que, grosso modo, la durée de vie, statistiquement, est la même, enfin avec des grandes différences. Il y a des gens qui vivent 50 ans, d'autres 90 ans. Mais enfin, là-dessus arrive un deuxième problème, alors, plus compliqué, c'est parce que ce que je viens de dire est vrai pour les unicellulaires et peut-être vrai pour de nombreuses espèces vivantes.
Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y a certaines espèces vivantes, notamment chez des insectes, où la mort semble vraiment programmée aussitôt après la fécondation. Et même il y a des cas, n'est-ce pas, où la femelle donne un coup de pouce comme la menthe religieuse, n'est-ce pas, crac, n'est-ce pas, elle croque le mâle. Bon, alors, ça veut dire que, est-ce déjà une réponse très mystérieuse, disons, de l'espèce à cette loi fatale de la mort, en programmant la mort une fois que la fécondation est assurée chez certains insectes? Est-ce que chez nous, humains, je ne dis pas que la mort serait programmée, mais qu'il y a un processus au terme duquel s'arrêtent de jouer certains phénomènes de régénération qui laissent la prédominance au phénomène de sénescence? Ce qui n'en reste pas moins vrai, à mon avis, c'est que de toute façon, statistiquement, il y a des phénomènes de sénescence qui arrivent par accumulation d'erreurs et qui arriveraient même dans des organismes très complexes comme les nôtres. Oui, parce que finalement, à 40 ans, à 50 ans, les gens présentent à peu près le même stade de vieillissement. Statistiquement. Donc, l'accumulation d'erreurs est à peu près la même pour tout le monde. Voilà. C'est ça qui est le plus Voilà. curieux. Et la différence, c'est le type de mort. Vous écrivez dans le paradigme perdu, et si nous nous tournons maintenant vers la crise de notre temps, si générale, si profonde, si grosse de possibilités d'anéantissement universel, de contraintes généralisées, de créativité nouvelle, on peut se demander si le problème d'une société hyper complexe n'est pas désormais posé. Je vous pose la question, notre société est-elle en crise ou en évolution? Une évolution, ça entraîne la crise d'un système où se situe l'évolution. Mais d'autre part, comment se produit l'évolution? Eh bien, l'exemple de l'origine du capitalisme est encore assez bon parce qu'au début, c'est un phénomène, disons, parasitaire et déviant dans la société qui est cette bourgeoisie qui se développe. Cette déviance devient une tendance. Et quand cette tendance est assez forte, elle déstructure la société et la restructure. Bien. Je donne cet exemple pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est intéressant dans une crise? Qu'est-ce que c'est qu'une crise? Une crise, eh bien, se caractérise par la progression de l'incertitude au sein d'un système donné. Mais cette progression d'incertitude, en même temps, se traduit par le fait que des mécanismes de régulation qui inhibaient des tendances, n'est-ce pas, qui tendaient à déstructurer le système, eux-mêmes se bloquent, ce qui fait que des phénomènes déviants, anomiques, minoritaires, brusquement peuvent se développer en tendance. Prenez par exemple un événement comme mai 68. Qu'est-ce qui a été frappant? Avant mai 68, ce qu'on appelle le gauchisme n'existait pas. Ou plutôt, il existait au niveau de petits groupes de quelques dizaines de militants, les uns trotskistes, les autres maoïstes, les autres anarchistes, etc. D'autres situations. Bon. C'était donc des phénomènes qui étaient invisibles à l'œil du sociologue, parce qu'ils étaient de nature microscopique ou micro-sociale. Quand arrive cette crise de mai 68, vous avez ces petites déviances deviennent des tendances. Vous avez en quelques semaines des grandes idées gauchistes, trotskistes, maoïstes, anarchistes se répandent à une très grande vitesse, d'une façon accélérée. C'est comme si vous voulez, dans certaines conditions, vous avez un système qui refoule les virus. Hein, c'est le système immunologique. Et puis dans d'autres conditions de crise, c'est le système refoule moins les virus qui lui donne sa grippe ou sa maladie mortelle ou bénigne. Et ce qui se passe dans les phénomènes de crise, c'est que ce qui est refoulé normalement par le système se développe. Ce qui se développe peut détruire le système ou peut le renouveler totalement ou peut lui donner une nouvelle vitalité. Parce que qu'est-ce qui peut se passer après une crise? Ou bien la crise est résorbée, on revient au statu quo. Ou bien on revient au statu quo, mais le système est aguerri. C'est-à-dire que désormais, il a des armes pour lutter contre l'ennemi qu'il a surpris la première fois. C'est ce qui arrive souvent. Ou bien le système se modifie. Il se modifie sur une base régressive, c'est-à-dire que pour lutter contre l'élément crisique, il a dû devenir plus rudimentaire, plus grossier et perdre beaucoup de sa complexité. Par exemple, quand vous avez un système social, un État qui se défend par l'état de siège, en diminuant les libertés, en mettant les gens en prison, en supprimant la liberté de la presse, en mettant la censure, etc. Ou l'état de guerre. Alors donc, le système évolue, mais de façon régressive. Ou bien il évolue de façon progressive, c'est-à-dire que grâce à la crise, il se transforme, il acquiert une complexité nouvelle, il est apte à répondre à de nouveaux problèmes auxquels il était incapable de répondre avant, et on appelle ça soit une évolution, soit une révolution. Alors, mais la crise... crise... il ne peut pas avoir encore autre chose, c'est-à-dire la destruction du système? Il peut y avoir la destruction du système, ce qui,
disons du point de vue social, est beaucoup plus difficile que du point de vue biologique. Parce que quand vous avez une maladie, en tant qu'organisme, la maladie peut être mortelle. Alors que les sociétés sont assez increvables. Elles peuvent beaucoup régresser. Ce qui arrive parfois, c'est que vous avez une crise dans une société. À ce moment-là, son voisin, ambitieux, en profite, met la main dessus, et à ce moment-là, peut en faire sa colonie ou sa dépendance. Vous comprenez? Mais il faut l'intervention extérieure. Mais en général, une société est très difficilement crevable. Si tu veux, elle continue à se réorganiser d'une façon plus primitive. Vous voyez même comme a été, par exemple, l'Allemagne hitlérienne dans la dernière année de la guerre, bombardée sans arrêt, 70% de sa capacité industrielle détruite, les routes pilonnées, et ça continue à fonctionner. Autrement dit, rien n'est plus formidable qu'une société. On ne peut pas les faire crever, ces machins-là. Ce que je veux dire, c'est que la crise offre des possibilités très ambivalentes. D'autre part, c'est qu'une crise, d'un côté, ça oblige les gens à se réveiller, à dire mais quelque chose se passe, donc tout n'était pas parfait, donc il y a des problèmes. Ça stimule la recherche de solutions et donc l'invention. Mais en même temps, la crise, ça provoque de l'affolement. Recherche mythologique, on recherche le sauveur, la providence, recherche magique, on cherche les boucs émissaires à liquider, que l'on croit responsables, on fait des sacrifices humains, c'est-à-dire les salauds, les canailles, n'est-ce pas, qu'on croit avoir trouvés. Donc, la crise, c'est très ambivalent, mais la crise, si vous voulez, c'est un microcosme des possibilités évolutives. Parce qu'elle commence à déstructurer un système et elle commence à libérer des forces nouvelles capables d'en faire une nouvelle structure. Moi, je crois profondément qu'une autre société est possible en fonction du fait que nous sommes des êtres humains qui avons un cerveau dont les capacités, les aptitudes sont développées à peine au 10e, comme disait Einstein, n'est-ce pas? Et les possibilités sont gigantesques. Et comme la société, c'est l'interaction entre les cerveaux des individus, la société est une sorte de super cerveau, les possibilités d'organisation de la société sont fabuleuses. Je suis persuadé que ce qu'on appelle les sociétés historiques, les nations, les empires actuels sont des formes absolument barbares, grossières, immondes, des ébauches grossières, comme pendant 1 milliard d'années, il y a eu une époque prébiotique, avant que se crée la cellule, où des molécules s'assemblaient sans donner aucun résultat, ou sinon des résultats provisoires. Moi, je crois profondément à cette transformation, mais je vois profondément les grandes difficultés de cette transformation. Alors, dans ces conditions, on peut se poser le problème, toujours dans la relation crise-évolution, est-ce que notre évolution actuelle va vers une crise générale, dont peut-être nous ne sortirons pas, qui aboutira à une grande régression, ou bien est-ce que notre crise générale va vers une évolution générale, c'est-à-dire une révolution générale qui transformera notre vie et la société et l'humanité? Ça, c'est la question qui nous est posée, dans laquelle on va être de plus en plus imbibé au cours des années qui viennent. Je ne dis pas qu'elle pourrait être résolue en quelques années, même en quelques décennies, mais c'est la question de fond de notre époque.